tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Si on vous parle de fin du monde, de zombies, de centres commerciaux, d'un petit groupe de survivants qui se barricadent à l'intérieur pour faire face à la chute de la société et à une horde de zombies de plus en plus grosse, et que vous êtes sain d'esprit, vous me répondez... La nuit de la comète. Oui. Dehors Mylène, ça suffit, stop. C'est fini, c'était la semaine dernière, le train il est passé. T'étais pas là, c'est ta faute. Vous me répondez Zombie de George Romero, sorti en 1978. Ils sont encore là. Mais ils nous cherchent. Ils savent qu'on est ici. Non, c'est par habitude. Sans savoir au juste pourquoi. Dans leur vie passée, ils venaient ici, ils s'en souviennent vaguement. Mais qui sont-ils? Ils sont nous, c'est tout. L'enfer n'a plus assez de place. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon grand-père qui nous racontait ça. J'ai déjà entendu parler de Macumba. Le vaudou. Mon grand-père était prêtre à Trinidad. Et il nous disait toujours... Quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Un des plus grands films de son auteur et accessoirement un des plus grands films du genre dans lequel 4 survivants barricadent un centre commercial pendant l'apocalypse zombie. À la fois un film de zombies d'une grande efficacité malgré les rides évidentes du film, qui fête ses 46 ans cette année quand même, et aussi une grande critique de la société de consommation avec ces zombies qui déambulent sans but dans le centre commercial tels des clients perdus à la recherche de leur prochaine dépense compulsive, Zombie est tout simplement un des films d'horreur les plus réputés de tous les temps. Mais il y a une infime possibilité pour que certains psychopathes qui nous écoutent aient cité un autre film, et pas La Nuit de la Comète Mylène, un certain film d'horreur sorti en 2004, premier film d'un certain Zack Snyder qui continuera à produire une multitude de blockbusters assez controversés, créant une vraie guerre entre fans sectaires voyant en lui le renouveau du blockbuster, quitte à harceler les réseaux sociaux et les gens au passage de hashtags pour montrer qu'ils existent, et haters qui s'amusent à chier sur l'intégralité de la filmographie de Snyder dès que l'occasion se présente. Dès que l'occasion se présente, car ras le cul de voir des hashtags en tendance tous les 4 matins pour sortir un nouveau montage d'un film claqué. Une figure contestée à Hollywood actuellement, mais qui n'était en 2004 qu'un réalisateur débutant ayant fait ses armes dans la publicité et qui se retrouve manette de son premier long métrage, un remake de ce fameux Zombie de George Romero, L'Armée des Morts. L'état d'urgence est déclaré. Tous ceux qui ont été tués se relèvent pour tuer. On peut les arrêter. Il est conseillé de trouver un endroit sûr et d'y rester. Je viens d'être informé que nous allons cesser d'émettre nos émissions habituelles pour passer en diffusion d'urgence. Regarde la route, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Peut-être qu'ils viennent pour nous. Tôt ou tard, ils vont réussir à entrer. Notre bébé va s'en sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Il arrive. Ils vont trouver un moyen. Oh Seigneur. En 2001, le jeune producteur Eric Newman fait l'acquisition des droits du Zombie de Romero pour en faire un remake qu'il fera écrire par un certain James Gunn, tout droit sorti de son écriture du scénario du premier Scooby-Doo et d'une longue expérience au sein du cultissime studio horrifique Trauma. Notre petite équipe de prod décide de s'éloigner du film original et se concentre sur les protagonistes plutôt que sur le message politique, tout en ajoutant un détail qui diffère énormément des zombies de Romero. Ici, les zombies sprintent, à l'image du film fini qui se rapproche plus de l'actionneur bourrin qui va à 100 à l'heure à base de grosses explosions, coups de fusil à pompe dans ta gueule et de bus transformés en véhicules meurtriers customisés à la Mad Max. Néanmoins, malgré ces énormes différences avec le film original, L'Armée des Morts a été un énorme succès, rapportant plus de 100 millions de dollars au box-office sur un budget de seulement 28 millions, une très grosse somme pour un film interdit au jeune public aux États-Unis. Le film fêtant ses 20 ans cette année, on s'est dit que c'était le moment parfait pour revenir sur le film, ce qu'il serait impossible de faire sans évoquer brièvement le film original de George Romero, ne serait-ce que pour mettre le contexte en place pour les plus néophytes qui nous écoutent. Et donc, comme pour notre épisode sur le remake de Massacre à la tronçonneuse, on va se contenter de faire revenir le jeu du chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre, comme tout a plus ou moins été dit et redit au travers de tonnes de publications, d'émissions, de documentaires, de bonus de Blu-ray et de vidéos YouTube sur le film, mais avant ça, il convient évidemment de présenter les chroniqueurs et chroniqueuses présents ce soir. Nous sommes en présence de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Dario de la team Jumpscare. Hello. Et non plus Plan-Plan du coup, rip en paix. Ah non. F in the chat for Plan. Et moi-même Romain du bistrot de l'horreur sur Filmo. Alors,
Avant de parler de l'Armée des Morts, Amélie, Zombie de Romero, chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Ouais, chef-d'œuvre, ouais. Et très très bien. Et sachez que je l'ai vu hier, avant-hier. Pour la première fois? Ouais, pour la première fois, parce qu'en fait, du coup, j'avais déjà dit dans un autre épisode que Romero, c'est un peu le truc dans lequel j'ai des grosses lacunes, pardonnez-moi. Mais j'ai un peu une excuse, c'est-à-dire que avant d'être dans l'équipe de progrès de On vous ment, j'étais dans l'équipe de progrès des Intergalactiques, donc Festival de science-fiction de Lyon. Et du coup, je regardais des films de science-fiction et on va dire que quand tu fais une progrès de science-fiction, un film sur 2 que tu reçois, j'exagère un peu, mais c'est du zombie. Parce que tourner un film de zombies quand t'as pas beaucoup de moyens, que t'es un peu amateur ou que t'es un jeune réal, c'est un truc pas très difficile à faire en fait, très sincèrement. Et du coup, il y avait eu une grosse période zombie et moi j'ai fait une overdose du zombie quoi. Vraiment, j'en pouvais plus, j'en ai trop vu, j'en ai trop regardé. Et autant j'adore les vampires et j'ai toute une collection de films de vampires que j'adore, autant les zombies, il y en a très peu que je trouve vraiment très bons. C'est pour ça que j'ai pas révisé mes classiques et j'ai pas regardé beaucoup de Romero. J'en ai vu quelques-uns mais je les ai pas tous vus. Et du coup, effectivement, Dawn of the Dead, je l'ai vu avant-hier pour préparer ce podcast et franchement, très très bon film. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. T'as fini devant quel montage? Qu'on aille dans les vraies questions directement. Celui d'Argento. Oui. Celui d'Argento. Le montage européen. Tout à fait. C'est sûrement meilleur montage. Nique les USA. L'aurais su si t'avais fait l'autre. Ah ben ça, j'ai vu dans les bonus que justement, ça se bat. Les Américains aiment que leur montage et les Européens aiment que le leur. Mais voilà, je pense que c'est de bonne guerre. Je pense que ça touche beaucoup au montage avec lequel t'as grandi aussi. Ouais, puis le montage, l'autre, il est un peu à chier quand même. Ouais, et puis Goblin, à la musique. Ouais, franchement. Simplement, déjà, tu vois. Quand tu enlèves Goblin pour mettre des djembés à la place, ça rend pas la même chose, quoi. La downgrade absolue du truc. De ton côté, Dario, Zombie de Romero, chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre? Si, chef-d'œuvre. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un jingle pour chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre pour l'avenir. Ah ouais. Ça serait insane. On contactera un ingé son. On fera des jingles en effet. Là, je disais évidemment chef-d'œuvre parce qu'il a lancé un peu ce délire du zombie, enfin du. Pas forcément juste le film, mais juste l'expérience zombie dans un centre commercial, qui est un truc auquel on a tous pensé, mais de mémoire, je pense que ça va être le premier à le faire sur l'écran, et du coup, ça a créé toute une espèce de mythologie autour du centre commercial et du zombie que je trouve génial et qui a été reprise 1000 fois, quoi, donc chef-d'œuvre absolu. C'est jamais égalé, surtout. Ouais. C'est ce qu'on verra ce soir, je pense d'ailleurs, au passage. De ton côté, Lily, chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre? Bah, moi, j'enregistre juste à côté d'une affiche originale des éditions René Château. Voilà, du film zombie. Donc, je pense que oui, j'aime un peu bien ce film. Voilà, oui, donc oui, chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, moi, je suis pas très zombie. C'est pas trop mon truc. Je dirais pas que je déteste ça, parce qu'il y a plein de films de zombies que j'aime beaucoup, mais c'est pas spécialement ma tasse de thé. Mais les 3 premiers de Romero, donc du coup, La Nuit des Morts Vivants, Zombie et le dernier, c'est Le Jour des Morts Vivants. Le jour. Ouais. Bah, ça fait partie de mes films d'horreur préférés. C'est dans mon top 10. Et d'ailleurs, je crois que je préfère Le Jour des Morts Vivants, d'ailleurs, oui. au passage. Oui. Moi, c'est Zombie, mon préféré. Vraiment. Et les deux sont super. Oui, de toute façon. Mathieu, tu te situes où, toi? Oh bah sans surprise, chef-d'œuvre, hein. C'est Zombie, c'est une date dans l'histoire du cinéma d'horreur. C'est un film qu'il a longtemps ne pas voulu faire parce que après La Nuit des Morts Vivants, il a fait des films qui ont peut-être pas eu forcément le même succès et au bout d'un moment, il a fallu qu'il se rende compte qu'il était Monsieur Mort-Vivant, quoi. Donc en fait, il a fait donc la suite de La Nuit des Morts Vivants, mais qui reprend aucun des personnages de La Nuit des Morts Vivants, donc réalisé en 68. Et en 1978, il peut se permettre de pousser les potards un petit peu plus à fond. Et le film à l'époque avait fait beaucoup parler pour ses effets gore, qui étaient dus en fait à Tom Savini, dont la carrière en fait a explosé avec ce film-là. Et aujourd'hui, ça paraît très basique quand on connaît, quand on a vu Walking Dead ou même ne serait-ce que n'importe quel film de zombie basique en fait. Si on découvre en fait Zombie aujourd'hui, on se dit ah bon d'accord, ça n'est que ça, alors qu'en vrai à l'époque c'était juste du jamais vu, quoi. Enfin, un festival de morsures, de gens démembrés, de têtes qui explosent, de headshots et d'éventrations. Enfin c'était complètement dingue. Et surtout en termes de montage aussi c'était fou, parce que le rythme du film il est, enfin en tout cas davantage dans sa version européenne, il est complètement dingue. Enfin l'introduction de Zombie, c'est un des trucs les plus oppressants le chaos qui soit. Enfin, c'est le chaos absolu, quoi. En termes de montage, il y a vraiment des choses qui sont absolument fabuleuses. Et encore une fois, le film a lancé toute une mode du film de zombie qui sera repris un petit peu de partout, et notamment en Italie.
Il y a plein de films de zombies en fait qui vont prendre ce film pour modèle, quitte à des fois s'appeler Zombie 2 dans L'enfer des zombies. si on va du côté de Lucio Fulci. Enfin bref, voilà, c'est un film culte qui a lancé énormément de choses derrière lui. Je sais pas si c'est le meilleur film de zombies qui soit, mais s'il devait y avoir un top 5, il est forcément dedans, quoi. Aisément dedans. T'as cité Walking Dead, c'est bien pour les auditeurs auditrices les plus jeunes qui nous écoutent, quand t'as dit que Walking Dead a mis une barre assez haut en termes de maquillage et que maintenant du coup ça paraît simplé Dawn of the Dead ou les films de Romero, c'est bien de citer que les gens qui bossent sur Walking Dead maintenant viennent de Romero. Grégory Nicotero principalement, qui était sur Le Jour des Morts Vivants. Grégory Nicotero en fait, qui est un des disciples de Tom Savini. C'est ça. Les deux en fait ont bossé ensemble sur le 3e film de zombies de Romero, qui est donc Le Jour des Morts Vivants, parce que c'est un cycle, et la nuit, l'aube et le jour. Et donc Le Jour des Morts Vivants en 85, on peut voir dans le film, en tant qu'acteur et en tant que tout jeune maquilleur, un jeune Greg Nicotero qui reprend un petit peu ce que Savini avait développé un petit peu avant, justement dans Zombie, quoi. Exactement. Pour terminer, Mylène, toi, zombie chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre, mais Attention. Moi, j'aime beaucoup les zombies déjà de base. C'est un genre qui m'a longtemps fascinée parce que j'ai la phobie de me faire enterrer vivante et de me transformer en zombie. Mais du coup, j'en ai bouffé des films de zombies, j'en ai regardé depuis l'adolescente et tout, et ça me fascine alors que c'est assez répétitif, mais j'aime bien comment parfois il y a des petites pépites qui pop et qui arrivent à se réinventer. Je suis très très fan de La Nuit des Morts Vivants, je suis très fan du Jour des Morts Vivants qui fait partie de mes films préférés, mais pour moi, Zombie, c'est un film bien sûr qui est culte, mais c'est un peu le ventre mou entre les deux. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un vrai souci de rythme sur ce film, et même si c'est un film que je trouve quand même assez incroyable, les make-up sont fous pour l'époque, c'est un film qui a énormément inspiré le genre du zombie et qui l'a fait évoluer, et de manière générale, Romero, ce qui est intéressant quand on se tape toute sa franchise, on va dire, des zombies de Romero, c'est qu'il a aussi évolué et fait évoluer ses zombies avec le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on les voit même commencer à parler, grandir. Enfin, il y a vraiment un truc hyper intéressant quand on voit Bob commence à parler, mais même dans Land of the Dead, ils commencent carrément à avoir pas des métiers, mais ils reprennent un peu des tâches qu'ils faisaient quand ils étaient humains. Et ça, c'est un truc que je trouve relativement fascinant. Et je dirais que ce qui me fascine dans Zombie, c'est pas tant le film que je trouve encore une fois parfois un peu lent, et je trouve que des fois il y a 2 films en un, enfin il y a des trucs qui vont pas pour moi dans le film, et c'est vrai qu'à chaque fois je ressens des longueurs. C'est vraiment toute la production autour, et en fait le phénomène qu'il a créé, et comme disait Mathieu, le phénomène italien, moi c'est vraiment un truc qui me fume de rire à chaque fois, comment Zombie est devenu une fausse franchise en Italie, et que c'est devenu aussi une fausse franchise en Angleterre, et qu'en fait personne ne s'est mis d'accord, et qu'aujourd'hui on a des films qui pop avec des titres différents, et il y a aucun... C'est lunaire, quoi. C'est devenu n'importe quoi à la fin. Et je trouve ça relativement fascinant. Donc oui, bien sûr que c'est un film, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film culte. Mais pour moi, c'est Le Jour des Morts Vivants qui est mon chouchou et le film que je préfère le plus dans toute la franchise. Mathieu est tout rouge. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de rythme dans Zombie, hein? Moi, je le ressens. C'est un des films de zombies les mieux montés qui soient. Enfin, non, mais le montage en termes de ouf, montage, franchement, si vous prenez la peine de regarder un petit peu comment s'enchaînent les plans, il y a des enchaînements qui sont fabuleux, et il y a des trouvailles en fait visuelles qui sont folles. Il y a des plans des fois qui durent juste mais à peine une seconde, mais qui sont très signifiants, qui sont très malins. Et pour l'avoir revu encore il y a quelques jours, alors que je l'ai vu, je pense, une bonne douzaine de fois, j'ai encore découvert des trucs. Enfin, c'est en termes de montage, je trouve le film absolument génial, quoi. Par contre, moi, je suis team Mylène sur Le Jour des Morts Vivants. Je vous rejoins complètement là-dessus aussi, hein. Le Jour des Morts Vivants, moi, c'est mon Romero préféré. Alors, allez, on parle du Jour des Morts Vivants. Mais... Allez, go. Faut savoir que dans les épisodes que je voulais faire à la place de cet épisode, j'avais dans l'idée de parler de Land of the Dead de Romero, qui lui aussi mérite qu'on en parle parce qu'il est super intéressant comme film. Moi, j'ai pas vu les 2 derniers là, le Land of the Dead, c'est Diary of the Dead le 5e, c'est ça? Diary of the Dead et Survival of the Dead. Oui. Okay. Land of the Dead, Diary et Survival, et les 2 derniers, c'est pas grave si tu les appelles. Ouais. Oui. Diary of the Dead, il est en fin de footage, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est intéressant à voir quand même pour comprendre où en est arrivé Romero à ce moment-là. Vraiment, dans l'intégralité, c'est super intéressant de voir toutes les thématiques et comment, même des thématiques un peu qu'il n'avait pas choisies, parce que dans Zombie, c'est pas tout le monde dit il a pris un centre commercial pour critiquer la société de consommation, mais lui il l'explique, il dit non mais en fait c'était ce que je pouvais louer à l'instant T, et du coup c'est pour ça que il fait comme il peut, voilà.
Et du coup, il y a des thématiques qui se sont créées un peu par hasard, qu'il a fini par s'approprier. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Mylène, sur le fait que on voit les thématiques et les zombies eux-mêmes évoluer. Parce que je trouve que tous les zombies de Romero sont des instantanés de leur époque. Alors oui, c'est certes les circonstances qui ont fait que tout ce qu'il a pu louer, c'était un centre commercial, mais en 78, c'est le début de l'avènement des malls et tout, donc c'est super intéressant, quoi. Pareil, la nuit des morts vivants, c'est post-ségrégation. Et le Land of the Dead, on est plus proche guerre froide. Donc, complexe militaire et tout. Donc, ils sont tous à un petit instantané de leur époque. Le jour des morts vivants. Mais on va pas s'y retrouver. De manière générale, le genre du zombie, c'est l'un des genres alors, pas les plus intéressants, parce qu'encore une fois, c'est répétitif, mais c'est le plus intéressant à étudier en termes de décennies. Parce que vraiment, en termes de miroir des craintes vraiment de l'époque et de la politique, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant par la figure du zombie. On voit que ça évolue vraiment en fonction de la société. On va en reparler, hein, je pense. On va bien en parler. On va en reparler dans l'épisode. Il y a des choses à dire. Actuellement, ça tease. Actuellement, le zombie est vachement post-Covid. Ouais. The Sadness, c'est ça. The Sadness ou son penchant série Z pourri, Corona Zombies de Charles Band. Oh non. Je pensais pas le placer, lui. Je pensais pas le placer, mais je l'ai placé. Je suis très heureux. Mais oui, mais c'est ça. Non, mais c'est une réaction typique au truc, quoi. Oui, et même The Last of Us, en fait, il y a quand même un truc un peu. C'est une infection qui vient d'un pays asiatique. Enfin, en tout cas, dans la série, ils ont fait venir ça. Le réchauffement climatique. Voilà. Ouais, il y a un truc écolo quand même. Ouais, c'est ça. Je clôturerai juste sur un détail et après on avance parce que sinon on va pas s'en sortir. Concernant les 2 derniers films de Romero, Mylène elle a raison quand elle dit que c'est intéressant de voir les thématiques de Romero évoluer et se clôturer d'une certaine manière. C'est intéressant de les voir aussi pour voir la chute d'un réalisateur qui, comme John Carpenter, comme Wes Craven, était totalement bloqué dans ce qu'il a créé en fait, le zombie, comme Wes Craven post-Scream qui voulait faire d'autres films. Il en a fait un d'ailleurs qui n'était pas un film d'horreur et qui a floppé, donc il a continué à faire de l'horreur, tous bloqués, et le voir se dépatouiller comme il peut, et ça va pas. C'est un peu intéressant de voir un grand en fait se mettre à genoux, quoi. Et c'est un peu triste comme fin de carrière, soyons honnêtes. Surtout qu'à côté arrive Zack Snyder qui en 2003-2004 lâche L'Armée des Morts. On est en plein revival du zombie à cause de certains films à la 28 jours plus tard, ou Resident Evil de Paul Anderson, mon bébé, toujours là. Burke. On en reparlera un jour, on fera un pourquoi j'ai raison, pourquoi vous avez tort. Mais arrive ce splendide film qui du coup est un gros succès et qui remet un peu sur le devant de la scène les zombies qui sprintent. Concrètement, qu'est-ce qu'on en pense, Mathieu ? Ouais, alors j'ai vu L'Armée des Morts à l'époque, au moment de sa sortie en salle, et j'avais plutôt bien aimé. J'étais même assez agréablement surpris par le résultat, parce que je partais du principe que on ne pouvait pas faire de remake réussi d'un monument comme Zombie de Romero. Pour moi, c'était clairement impossible. Et en l'état, j'ai eu une bonne petite série B, nerveuse, gore, assez efficace. Mon avis, 20 ans plus tard, en fait, n'a pas forcément beaucoup bougé. Je continue d'apprécier le film, même si les défauts que je voyais un petit peu à l'époque, aujourd'hui, me sautent aux yeux, dont un en particulier, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ça reste pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de Zack Snyder. Les petites références aux films de Romero, je les trouve plaisantes, pas forcément très fines ou quoi, mais je les trouve sympathiques. Voilà, il y a Ken Foree, il y a un petit caméo de Tom Savini. La fameuse phrase quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur la terre, elle est citée. Donc les petits coups de coude à destination du spectateur fan de la trilogie originale de Romero et de Zombie, ils sont peut-être un petit peu appuyés, mais ils font plaisir. En matière d'action, le film est plutôt généreux. C'était efficace. Moi, je me rappelle en fait des réactions des spectateurs dans la salle, et il y a quelques personnes en fait qui s'attendaient pas à ce qu'il y ait ce niveau d'intensité ou même de scène un petit peu choc. Il y a de la tronçonneuse, il y a du démembrement, il y a même un bébé zombie en fait à un moment. Donc le film pour l'époque va quand même assez loin. Et surtout, c'était un moment où le film de zombie n'était pas encore à la mode. On n'était pas encore sursaturé de zombies en fait dans tous les sens. Je crois qu'avant L'Armée des Morts, il y avait quelques films de zombies qui étaient sortis, et c'était 28 jours plus tard de Danny Boyle qui avait un petit peu relancé le truc, et qui avait aussi mis en place cette espèce de
nouveauté entre guillemets, parce que c'est clairement pas une nouveauté, d'autres films l'avaient fait avant lui, du zombie en fait qui tape un sprint, du zombie qui court, et ça aussi ça crée une espèce de tension supplémentaire que Zack Snyder en fait utilise très très bien dans son film. Après, je trouve le film assez intéressant à réétudier aujourd'hui, parce que voilà, si on le replace un petit peu dans le contexte, on est en plein dans cette espèce de vague de remake de grands classiques de l'horreur ou du cinéma d'épouvante. À partir de la fin des années 90, on a eu dans un premier temps des remakes de films de fantômes, de films de maisons hantées. Il y a eu Antise, il y a eu La Maison de l'Horreur, il y a eu La Maison de Cire, il y a eu Amityville, il y a eu 13 fantômes. Après, ça a bifurqué un petit peu sur les remakes de films de fantômes japonais, parce que voilà, au Japon, il y avait toute la vague de J-horror qui intéressait aussi Hollywood. Donc il y a des remakes de The Ring, des remakes de The Grudge et quelques autres aussi qu'on a oubliés. Et après, on est parti un petit peu du côté des remakes des films d'horreur des années 70. Donc, le remake de Massacre à la tronçonneuse, dont on a déjà parlé dans Jumpscare, L'Armée des morts, plus tard il y aura La colline à des yeux, Piranha 3D, Halloween, Fog, Vendredi 13, tout ça. Et ce moment-là est aussi très particulier parce que on est après le 11 septembre, et de fait, là où le film de Romero était surtout une critique du consumérisme, j'ai l'impression que ce truc-là en fait n'intéresse absolument pas Snyder, et consciemment ou inconsciemment, le film parle en fait avant tout de l'Amérique post 11 septembre, et de la peur en fait qui gagne toute la population américaine, la peur de l'autre, la peur de ne pas être armé, la peur une espèce de peur de tout en fait. Et le film est vraiment pas très fin à ce niveau-là. Après, concernant Snyder, mon avis il a un petit peu changé, voire même beaucoup changé par rapport à l'époque, dans le sens où quand j'ai découvert L'Armée des morts, c'était un réalisateur qui m'intriguait, parce que voilà, le mec est devenu célèbre assez rapidement. Je pense que ce qui explique aussi cette espèce d'engouement très rapide pour ce réalisateur, au détriment d'autres réalisateurs contemporains qui ont aussi fait de l'horreur à la même époque, c'est que lui, je pense, a eu la chance d'avoir de l'or entre les mains très rapidement. C'est-à-dire que son premier film, c'est le remake d'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma horrifique des années 70, même si en vrai c'est pas totalement un remake, c'est plus une réinterprétation d'une histoire avec son angle à lui, avec ses obsessions perso. Enfin voilà, c'est pas un remake où on l'entend généralement d'un film. Voilà, donc c'était dur à rater, et en plus le mec est un excellent technicien, c'est quelqu'un qui s'est formé pendant des années dans la publicité, dans les clips et tout, donc on peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui sait faire de la belle image, et qui le fait très bien, même dans ses films les plus contestables ou les plus ratés, il y a toujours en fait à boire et à manger à ce niveau-là. Après, vu que le mec en fait avait réussi à faire un bon remake, ce qui n'était pas forcément le cas de toute la vague dans lequel le film était noyé à l'époque, il s'est décidé d'aller adapter l'inadaptable, c'est-à-dire 300 de Frank Miller. Il réussit son coup, même si à l'époque il y avait déjà des critiques comme quoi un film intégralement tourné sur fond vert, c'était peut-être pas la meilleure des idées en fait à avoir. Et avec le recul, je pense que le film a salement vieilli, notamment tout ce qui était giclure de sang, tout ça qui disparaissent comme par magie dès que ça atteint le sol. Si vous regardez un petit peu 300 aujourd'hui, regardez un petit peu le sol, parce que quand il y a des batailles entre les Spartiates et les Perses, le sol il y a pas une goutte de sang, enfin bon bref. Et après le succès de 300, qui là aussi commençait en fait à bien insister sur le côté je filme au ralenti des gros gars musclés, et puis je sexualise tout ce que je peux au ralenti, encore une fois. Le mec en fait s'attaque à un énorme morceau, c'est-à-dire Watchmen de Alan Moore. Le gars réussit son coup, même si encore une fois le film est critiquable sur beaucoup d'aspects. Et à partir de là, je me suis dit ok, le réalisateur adapte des trucs qui étaient sur le papier extrêmement casse-gueule. Il les fait à sa sauce, donc ralenti dans tous les sens, iconisation de personnages moralement des fois un petit peu limite. Je pense notamment à Rorschach dans Watchmen. Mais enfin, à titre personnel, j'étais curieux de voir ce que pouvait faire ce gars-là sans qu'on lui apporte tout cuit en fait un matériau de base dans les mains, quoi. Et en fait, l'espoir que je mettais dans ce bonhomme en fait s'est totalement écroulé quand j'ai vu Sucker Punch, où clairement il y a rien qui va. Enfin, le film était pas bon à l'époque, il n'est pas bon aujourd'hui et il ne sera jamais bon. Enfin, les personnes qui essaient de le réhabiliter, clairement stop, ça suffit, arrêtez avec ça. Et après, ça a commencé vraiment à me gonfler très rapidement, parce que le mec en fait n'a fait quasiment que des films de super-héros. Bon, il y a quelques exceptions dans sa filmographie, mais à partir de Man of Steel, j'ai clairement commencé à en avoir ras-le-bol. Et chaque nouveau film de Snyder, ça a été déception sur déception.
Batman contre Superman, oui, c'était efficace, mais 3 jours après, j'en avais déjà plus rien à foutre. Et le fait aussi de revoir ces anciens films m'a permis aussi de mettre le doigt sur quelque chose qui me questionne aujourd'hui, qui me questionnait déjà un petit peu aussi à l'époque. Mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais on ne sait pas trop où est-ce que le gars se situe parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'accusent d'être à droite, voire même très 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 à droite. Lui se défend en disant non, j'ai voté Biden, regardez mon bulletin de vote et tout. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir un peu, l'énergie du truc. Mais il y a quand même des trucs en fait qui m'emmerdent un peu avec ce bonhomme. Et dans la liste, le truc qui arrive en numéro 1, c'est ce fameux plan qu'on voit dans l'introduction de l'Armée des Morts. Et je suis quand même très surpris qu'à l'époque on n'en ait pas plus parlé que ça. J'ai fait une recherche très rapidement sur internet et en vrai il y a quelques articles en fait qui le mentionnent mais sans plus. Je trouve ça très bizarre. Autant en parler maintenant en fait. Oui, allons-y, Ouais. lançons le massacre tout de suite. Après la scène d'introduction, le générique commence par le générique c'est juste des plans d'émeutes et de zombies avec Johnny Cash en fond qui montre un peu l'invasion mondiale et la chute de la société. Et le début de ce générique, le premier plan, c'est des musulmans en pleine prière. Commencer par ce plan, c'est pas anodin, dans le sens où c'est pas un plan que tu peux lâcher sur ta timeline comme ça au hasard pour faire un montage cut et tout. Non, c'est le premier plan. Donc tu l'as mis là pour une raison. On est en 2003 quand le film il se tourne, il se fait. On est 2 ans après le 11 septembre et les USA, ils ont un traumatisme, surtout par rapport à ce qui s'est passé chez eux. Et c'est un peu ce qui va contaminer tout le cinéma d'horreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cinéma d'horreur post-911, 9/11 violent et un petit peu gore trash quoi. 9/11. Pas 911. 9/11, j'ai dit 911. Ouais, non, quel teubé. J'avais l'impression d'être un peu seul sur ça, mais du coup, j'ai vu qu'Amélie aussi avait remarqué ça. Bah oui. D'ailleurs, j'ai même pas envie de parler du film, j'ai envie de parler de ce plan, quoi. Parce que je suis désolée, il est pas, comme tu disais, tu lâches pas ce truc par hasard sur ton banc de montage. Enfin, je vais remettre un petit peu en contexte pour les auditeurs. Donc on a la scène d'introduction sur le personnage principal, donc cette infirmière qui travaille à l'hôpital et tout, et très chouette scène d'introduction. On passe de sa vie quotidienne à c'est le sbeul absolu dans son quartier et super, c'est trop bien. Et ça cut et bim, plan sur des gens qui prient dans une mosquée. Le plan dure 1 seconde. Et ensuite, on a ce générique qui est par ailleurs brillant, qui est super anxiogène, en fait un peu comme du fan footage, comme si on avait pris des extraits télé, avec des glitches, des sons hyper violents, des images très très violentes. On a aussi des militaires en tenue militaire, on a des gens du gouvernement qui disent on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ils se répandent, on ne sait pas comment cette infection se répand. On ne peut pas faire comme si ces images-là n'étaient pas des images en réponse à la guerre en Irak et à l'administration Bush qui parle du terrorisme Al-Qaïda et tout ça à ce moment-là. Je ne peux pas croire que Snyder ne sait pas ce qu'il fait à ce moment-là. C'est pas un hasard de mettre ces images qui se répondent, surtout que post-2001, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une grosse recrudescence du film de zombies, notamment aux États-Unis, parce que justement le traumatisme du 11 septembre et la guerre en Irak relancent, comme on disait, le zombie, il s'adapte toujours à l'ennemi actuel du moment, et à ce moment-là, effectivement, on est sur un truc en miroir avec la lutte contre le terrorisme. Et du coup, moi, ce plan de mosquée, parce qu'il n'y a aucun autre plan, il n'y a pas un plan sur des gens en train de faire la fête, ou dans un casino, ou être dans un centre commercial, il n'y a aucun autre plan de vie quotidienne. C'est le seul plan de vie normale et quotidienne qui est dans ce générique, qui n'est qu'une suite d'horreur et de violence. Donc, tout à l'heure Mathieu disait oui, Snyder il se défend d'être de droite. Désolé, j'en ai rien à foutre qu'il se défende d'être de droite en fait, ou d'être d'extrême droite ou je sais pas quoi. Quand tu mets ce plan-là sciemment dans ton film à cet endroit-là, désolé, tu peux raconter toutes les histoires que tu veux, ce n'est pas innocent et tu fais un parallèle qui est dangereux. Désolé, je trouve que ce parallèle il est dangereux. Ça ne m'a pas empêché d'aimer le film. Je trouve que c'est un super bon film d'action, bourrin, tout ça. Mais c'est un film qui, pour moi, a un certain nombre de messages ou d'images très contestables, vraiment très contestables. D'ailleurs, les zombies, ils s'en prennent à quoi dans ce film ? Ils s'en prennent à 2 choses, à un centre commercial et à une armurerie.
deux grandes, c'est deux grandes mamelles des États-Unis, à savoir la consommation et le capitalisme et les armes. Pimpant, vas-y, on est parti, on tire sur tout ce qui bouge. Et franchement, même si c'est un film de zombies plutôt fun, même si c'est méga fun. Au niveau des tueries, des plans, je suis d'accord avec Mathieu, Snyder c'est tout à fait ce qu'il fait quand il filme, il y a des trucs qui sont vraiment cool dans le montage, dans cette caméra embarquée au début du film dans la bagnole voiture. Ouais, c'est super cool franchement, mais moi je suis désolée, ce film vraiment le générique, j'ai failli arrêter le film, je me suis dit putain mais vers quoi on va là, vraiment faire un lien entre les zombies, le terrorisme et pas seulement le terrorisme, parce que là, il montre juste des musulmans qui prient. Donc en fait, il fait un putain d'amalgame hyper puant, que je trouve vraiment hyper puant, et il peut s'en défendre comme il veut, et les fans de Snyder peuvent s'en défendre comme ils veulent. Quelle que soit son intention, ce plan est dégueulasse. Voilà, je suis désolée. Et du coup, j'ai pas plus envie que ça de parler du film parce que je pense que vous le ferez tous très bien. Moi, je me suis arrêtée là-dessus. Vous pourrez aller voir sur mon Letterboxd, je lui ai mis une bonne note, en vrai. Mais voilà, c'est cette seconde-là que je trouve vraiment très problématique et qui fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que Snyder est un adolescent qui met dans ses films des trucs qu'il trouve trop cool. Et qui souvent pervertit ou déforme les œuvres qu'il adapte. Mais voilà, ça reste mon point de vue. Il fait très souvent ça, et il fait l'innocent derrière, comme tu le dis, il aime bien faire ça. Il fait ça avec sa communauté de Snyder Zoos qui font chier tout le monde sur les réseaux sociaux, disons-le à un moment, mais en fait, il arrive à créer un côté très sectaire et à s'en dédouaner derrière en mode ah non, mais c'est pas moi. Hein. Il y a quand même eu des milliers, voire des millions de crétins qui ont fait un hashtag pour avoir la version longue d'un film qui déjà puait la merde, quoi, avec un réalisateur qui Oh, les mentions Twitter, elles vont être folles. au pire, un ado attardé, quoi. Alors qu'il y avait mais des centaines d'autres films qui sont bloqués pour des histoires de droit dans le même studio qui auraient infiniment Mathieu, plus ça va bien mérité se passer, on sait de quoi d'avoir tu une parles, version. Les diables, on sait Mathieu. Voilà. Oui. On connaît l'audience. Non, mais c'est pas uniquement les diables, en fait. Il y a d'autres trucs, en fait, qui auraient mérité d'être remis d'être débloqués, d'avoir des sous, en fait, pour revenir, en fait, un petit peu sur le devant du truc, que ce machin, en fait. Enfin, c'est minable. Concernant ses obsessions et le fait qu'il se dédouane d'être de droite, conservateur, on s'en fout, il se traballe souvent avec une casquette de la NRA. La NRA, donc quand même, c'est le lobby qui gère les armes à feu aux USA, tu vois. Donc je peux pas croire que derrière, il n'y a pas un petit peu quand même de malice et qu'il a ses petites obsessions et qu'il joue avec comme un enfant et qu'il aime bien ça, quoi. Mais qu'il sait très bien ce qu'il fait à côté. Tu vois. Mais moi, tu vois, c'est un truc qui m'intéressait un petit peu par rapport à ces trois premiers films. C'est-à-dire que je ne savais pas trop où me positionner. Je ne savais pas si c'était quelqu'un qui était dans la provocation, mais la provocation un peu bête, tu vois. Surtout par rapport à ce plan-là. Et qui était encore un jeune réalisateur, donc qui du coup faisait des merdes, et puis après, peut-être que ça allait s'améliorer un petit peu. Ou si vraiment c'était un abruti fini, quoi. Et à partir du moment où en fait je l'ai vu adapter autre chose qu'un matériau de base qui était déjà excellent. Pour commencer, en fait, je me suis dit non, c'est le mec, c'est juste un très bon technicien qui fait de la provoque et qui fait des belles images et qui est un peu qui se croit intelligent. Qui se croit intelligent, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de m'intéresser à ce gars-là, quoi, parce que surtout qu'il avait 38 ans quand c'est sorti l'Armée des Morts. Hein. Il avait pas genre 20 piges. Hein. C'est pas une erreur de jeunesse. Oui. Hein. Il avait le courage de ses opinions à cet âge. Ah bah oui, évidemment. Mais je pense qu'il a un gros ego, hein. Je pense que quand tu le vois dans les making-of, il est en mode je sais que ça va pas plaire à tout le monde et je m'en bats les couilles. Et tu sens que voilà, il se prend pas pour de la merde, quoi. Pour recentrer le truc, justement, dans le making-of de l'Armée des Morts, dans les bonus, il est plutôt zen par rapport à ce qu'il est devenu, parce que justement, c'est son premier film, etc. Il y a James Gunn derrière, il y a les producteurs qui lui ont très bien dit, et le disent dans le making-of, qui sont en terrain sacré. Chose dont il n'en aura plus rien à foutre 2 ans plus tard, du coup, d'adapter des trucs sacrés et de les profaner. Je parlerai pas de DC Comics là, parce que c'est un autre podcast, mais on se sait. Mais pour vraiment recentrer le débat, je trouve que sur l'Armée des Morts, il est encore jeune, on va dire, en tant que réalisateur, pas en tant que personne, et que ses obsessions sont pas encore trop visibles, et que c'est la qualité principale du film. On voit des gros guns en ralenti tout le temps, ce qui sera encore pire dans ses prochains films. Il y a un très 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 petit début de sa passion pour les surhommes. Vingrams avec son fusil à pompe, virilité incarnée, quoi. Il aime beaucoup ça, et c'est quelque chose qui deviendra une constante dans ses films. Et une sorte vraiment de
le civil basique, le civil classique, l'homme de tous les jours, qui fait souvent la force des films de zombies. Les films de Romero, c'est qu'au final, c'est des gens normaux. Il s'en bat les couilles. Parce que la moitié du casting sont là pour être de la chair à canon, quoi. Il a vraiment ses 3 poulains. CJ, qui est du coup un des mecs qui a le plus gros arc du film. Ving Rhames, qui est le surhomme. Sarah Polley, qui joue le protagoniste féminin principal, qui est l'infirmière, et qui tout ça. Ils ont tous des rôles, on dirait presque un jeu vidéo, en fait, avec des PNJ à côté. C'est grave un jeu de rôle. Voilà. Mais ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu veux compléter ton avis, Amélie, ou tu veux vraiment te limiter à ça? Non, j'ai plus rien à dire, votre honneur. Elle a chié sur un plan, elle est partie en légende. Mais peut-être que Lily a des choses plus positives à dire. Bah ouais, comme Dario la semaine dernière, j'ai commencé par un point positif. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Si on commence par un point positif, c'est qu'on finira pas par un point positif. Tout à fait. Alors, moi, j'ai remarqué un super point positif. Est-ce que vous saviez qu'il y a un mec qui s'appelle Brian Gosling qui a bossé sur ce film? Du coup, c'est comme Ryan Gosling, mais avec un B devant. Voilà. C'est ça ton point positif, Lily? C'est bon, je me casse. C'est la meilleure blague du film, et c'est même pas censé être une blague. Non, mais je plaisante. Là, je suis de mauvaise foi, parce que comme l'a dit Mathieu, en vrai, on peut pas reprocher à Snyder d'avoir un certain talent, d'être un bon technicien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce serait être vraiment de mauvaise foi. Alors moi... Je suis de mauvaise foi, alors, peut-être. Ah bah, 40 épisodes pour s'en rendre compte. moi, j'aime pas. C'est clair, le style Snyder, c'est clairement pas ma tasse de thé. Mais en lançant le film, je me suis dit, allez, ça peut être fun quand même. Et là, je vois un crâne enflammé en CGI. Voilà. Et du coup, je me dis, ça va être compliqué quand même. Voilà. Et après, tu vois le plan sur les musulmans, tu dis, bon. Heureusement, je l'ai pas vu, parce que je vous avoue, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est le moment où je me suis levée pour aller me servir un verre. Le timing de fou. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas vu cette image hyper problématique. Mais en tout cas, ce qui arrive déjà avant, là, dans l'hôpital, ça m'emmerde direct, parce que je vois tout ce qui fait la patte de Snyder et que je n'aime pas. Moi, personnellement, ça me file des boutons, là, cette image verte, les ralentis, les plans serrés, les mouvements de caméra dans tous les sens qui filent la gerbe et qui sont même pas toujours signifiants. Mais arrive, après ce fameux générique, la séquence où la meuf s'enfuit au début, l'infirmière. Et là, je me dis, ok, ça claque sa mère. Rien que le plan où elle sort de chez elle, et la caméra la filme de dos, et la cam fait un mouvement hyper nerveux de gauche à droite, pour te faire sentir que le danger, il vient de partout. Puis après, quand elle prend sa voiture, le ride est fou furieux. Mais malheureusement, pour moi, le film, il s'arrête là. Parce que on m'a vendu un actionneur fun et rythmé, mais en vrai, c'est fun et rythmé pendant 20 minutes au début, et 20 minutes à la fin, et encore, je trouve que la fin, elle tire en longueur, moi, j'en pouvais plus. Et au milieu, on s'ennuie pendant plus d'1 heure dans le centre commercial. Les personnages, ils éloignent assez vite la menace, et ensuite, c'est plus vraiment un film de zombies, c'est un huis clos où on est enfermé avec des personnages nuls, mal développés, aseptisés au possible et sans relief. Et je crois que le gros problème de ce film, c'est qu'il a trop de personnages. Comme tu l'as dit un peu, Romain, on n'a pas le temps de les développer au-delà de leurs stéréotypes ou de leurs fonctions. On a la blonde sexy, l'infirmière investie, la vieille rombière, le prolo solidaire, le jeune couple. La meuf enceinte. Voilà. Son arc, c'est d'être enceinte et de crever. Alors... Il y a le connard, son arc, c'est d'être un connard. Voilà, c'est ça. Mais il le joue bien. Il le joue très bien. Et d'avoir un bateau. Moi, il a un bateau. Je trouve pas qu'il joue bien, mais bon. Alors que dans l'original, on n'a que 4 personnages. Donc c'est sûr qu'en 2 heures de film, tu as le temps de bien plus les développer. C'est sûr, c'est plus facile. Mais cela dit, zombies, il te les pose hyper efficacement en quelques images, ces personnages. Je vais pas m'étendre, mais ils sont chacun caractérisés en 10 secondes. Revoyez les 2 séquences d'intro de zombies, c'est virtuose. Et ici, moi, je trouve que le seul qui attend soit peu plus fouillé, c'est Ving Rhames. Alors, c'est cool que ce soit un homme noir qui soit mis en avant, mais c'était déjà le cas dans le premier, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Et comme tu l'as dit, Romain, quand même, c'est la grosse montagne de muscles avec son flingue, hein, ce qui n'est pas un souci en soi. Mais il a un grand cœur. Il a une belle moustache. Il sait jouer aux échecs. C'est ce que je vous dis, c'est pas un souci en soi. Mais mon problème, c'est que les personnages féminins à côté, le scénario, ils s'en branlent, quoi. Elles servent à que dalle. Et je trouve aussi que le décor du centre commercial, il est complètement sous-exploité. On voit jamais vraiment comment ils y organisent leur survie. On a juste des montages, des activités fun à faire tout seul dans un Ikea, quoi. L'original le fait aussi, mais je trouve qu'il se limite pas à ça. Et après, vous allez croire que je veux défendre Montfort, mais j'ai rien contre le fait de s'éloigner du zombie de Romero.
parce que réactualiser un film qui sent tout de même fort la fin des années 70 pour le mettre au goût du jour, c'est une très bonne idée. Ce que j'apprécie vachement moins, c'est qu'on lui crache à la gueule. Parce qu'il y a un truc qui m'a rendu ouf. Dans Zombie, au début, on voit un prêtre qui dit au protagoniste, quand les morts se mettent à marcher, il vaut mieux arrêter de tuer car nous avons déjà tout perdu. Alors oui, il y a un truc pessimiste sur l'humanité, un peu moralisateur, mais là, dans le Snyder, il y a une scène qui fait écho à cette réplique, et il y a une autre du premier, la plus connue, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Et donc au début du Snyder, il y a un caméo de Ken Foree, donc qui joue donc le soldat noir dans le film de Romero, et là on le voit à la télé, il incarne un espèce d'évangéliste, et il dit « Sachez que l'enfer déborde et que Satan envoie ses morts chez nous. Pourquoi ? Parce que vous pratiquez le sexe en dehors du mariage, vous pratiquez l'avortement, vous avez des relations homosexuelles, pire, des mariages homosexuels, et vous mettez des préservatifs. » Et on met ces mots dans la bouche d'un acteur qui joue un personnage hyper progressiste dans l'original, qui était pro-choice d'ailleurs. Donc là déjà je bouillonne. Là je bouillonne déjà. Mais tu vois, je me calme, je donne sa chance au produit, je me dis c'est pas grave, c'est anodin, c'est juste une parodie maladroite des évangélistes américains. Sauf que je m'aperçois au fur et à mesure du film que les personnages y correspondent à tous les péchés cités. On a des relations sexuelles, un enfant hors mariage, un personnage homosexuel. Eh bien, ils sont tous punis pour ça, parce qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. Et ce qui a achevé de m'énerver, c'est que même ceux qui réussissent à s'enfuir à la fin, on voit qu'ils sont condamnés dans le générique de fin. Du coup, désolé, mais Snyder a beau s'en défendre, mais j'ai quand même vachement l'impression que le film condamne l'homosexualité, le sexe hors mariage, le port du préservatif, soit des valeurs... L'avortement, soit des valeurs contraires au film de Romero, même s'il est daté sur certains points, on va se l'avouer. Alors oui, il y a des trucs fun et des choses vraiment intéressantes sur la forme, mais il faut pas oublier que le film de zombies, c'est un truc vachement politique, surtout ceux de Romero. Et donc, je crois vraiment pas que ce remake soit si léger, fun et anodin que ça, et j'aime pas du tout ce qu'il véhicule. Voilà, je trouve que c'est vraiment nauséabond quand on y réfléchit sur le fond, et c'est pas deux séquences au début et à la fin un peu fun qui vont sauver le truc. J'ai jamais fait gaffe à ça, mais t'as totalement raison en fait. Maintenant tu le dis, ça me saute aux yeux. Et tu parlais de reprendre des phrases qui sont dans le premier. Dans le film de Romero, il y a les personnages qui disent « Les zombies, en fait, c'est nous. Ils sont comme nous, c'est nous. » Sous-entendu, c'est nous, ça peut être les consommateurs, ça peut être les Américains d'une manière générale, alors que chez Snyder, il y a aucune empathie pour aucun zombie à aucun moment, à part peut-être la petite fille au début et encore. C'est que des antagonistes. Ils sont jamais vus comme, ils sont toujours vus comme une menace très extérieure et pas comme des gens quoi. Ouais, un reflet des gens. Sombre de nous quoi. Et ça c'est aussi symptomatique en fait de la manière dont on représente le zombie dans les années 2000 quoi. Le zombie de Romero en fait, il y avait des zombies qui étaient des individualités, que ce soit Bub, que ce soit d'autres, enfin on arrivait quasiment à les identifier quoi, enfin zombie par zombie presque. Tandis que dans les années 2000, les zombies c'est devenu une espèce de foule, c'est une masse informe. Horde. Oui. C'est une horde, voilà, c'est qui court en fait et qui veut te foutre en charpie et dans laquelle tu dois tirer dans le tas sans distinction, voilà quoi. C'est un des meilleurs exemples, et même si le film il est tout pourri, c'est World War Z. World War Z, c'est une masse de zombies qui se déplacent un petit peu comme des fourmis. C'est une pyramide de zombies mal fait en CGI et en fait l'ennemi de l'Amérique à ce moment-là en fait, on préfère juste ne pas lui donner de visage quoi. C'est une foule. C'est même pas un individu, c'est vraiment c'est une foule qu'il faut anéantir quoi. Mais là-dessus, World War Z, le meilleur moment, c'est quand justement ils sont dans le labo vers la fin, où c'est plus une foule, c'est juste des individualités de zombies en fait qui sont un peu dangereux. Il faut remercier les reshoots en panique d'ailleurs pour ça quoi, parce que de base c'était en Russie avec des hordes de zombies en CGI au passage. Un truc intéressant aussi, c'est qu'on perd le rapport du zombie avec le décor qui l'entoure. J'ai vraiment envie de séparer les deux et traiter les deux selon les deux œuvres et pas parler que des liaisons entre les deux, parce que ça peut fausser un peu la critique. Mais un des trucs qui m'a vraiment manqué dans l'Armée des Morts, c'est les plans des zombies qui se baladent dans le centre commercial. Oui. Dans le premier film de Romero, il y a des tonnes de plans où ils se baladent et du coup ça appuie le propos du film. Là, il y a les zombies, tu les vois 2 fois dans le centre commercial, et à part taper un vieux sprint, bah il y a pas grand chose. Tu perds une des saveurs de voir les zombies évoluer dans des décors comme dans la base militaire, dans le Romero de Jour des Morts Vivants, etc. Là, c'est plus qu'une sorte de menace, une fonction. Pour moi, c'est une volonté, parce que au-delà d'un film de zombies, j'ai l'impression que c'est une espèce de relecture un peu pétée du ravissement, où en fait tous ceux qui restent sur Terre, que ce soit les zombies ou les humains, en fait, si c'est hyper pessimiste et le fait qu'ils meurent, c'est qu'en fait dès le départ ils n'ont pas été choisis parce qu'ils sont parfaits pour aller au paradis.
Et donc, du coup, ils vont juste crever tous dans atroce souffrance. Et en fait, à terme, ils finiront tous comme des zombies, en fait. Et je trouve que c'est ce sentiment-là qu'il veut traiter. C'est ça, et en plus, James Gunn l'a dit aussi dans l'écriture, lui, ce qui l'intéressait, c'était plutôt le côté dangereux des zombies, et donc, pour ça qu'il les a fait sprinter, et donc tu perds aussi une part du zombie de Romero directement, mais c'est peut-être une bonne idée, ça, de les faire courir, je trouve. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être mon côté joueur de Left 4 Dead et de plein d'autres jeux qu'on suivi derrière qui parle, parce que le film me fait beaucoup penser à ça, mais dans les bons choix du film, c'est James Gunn, je pense, qui a dû dire non, on s'écarte de ça, on fait des zombies qui courent pour avoir au moins une sorte de menace en plus. Dans les séquences d'action, c'est quand même vachement plus impressionnant, pour le coup. Enfin, je trouve que L'Armée des Morts est un des films de zombies les plus spectaculaires en termes d'action qui a jamais été fait. Je crois d'ailleurs que c'est le plus spectaculaire. Venez pas me parler de World War Z et ses zombies CGI. The Sadness, quand même. Shaun of the Dead, c'est mieux, je trouve. The Je parle de spectaculaire. Il y a quand même pénétration par un orifice impromptu. T'as raison, je parle pas de Sadness, je parle de Shaun of the Dead qui a été cité par Dario à l'instant. Ah oui, pardon. C'est pas spectaculaire du tout, c'est un excellent film, c'est un chef-d'œuvre. Bah, c'est fou, c'est faux, parce que genre quand le gars il se fait attraper à travers la vitre et que les zombies le déchirent à la Romero, mec, c'est spectaculaire de fou. C'est spectaculaire pendant 5 secondes. Moi je parle de spectaculaire en termes de blockbusters, en termes de t'as un putain de bus qui roule avec un mec qui a un fusil à pompe dessus. À ce moment-là. Ouais, mais à l'écran t'as des hordes de figurants, t'as quand même un véhicule blindé qui roule là-dessus, photographie qui tue, t'as quand même une course-poursuite dans toute la ville, t'as une tronçonneuse qui passe sur les côtés, ça crache du sang, t'as une nana qui est tronçonnée dans la voiture parce que ça va dans tous les sens. Moi, je trouve que c'est vachement bien foutu pour l'époque. Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'à trop vouloir faire des explosions partout et à poser ses couilles près des zombies, ben, le film oublie de faire de la tension, en fait. Et tout ce qui marche bien au début, en termes de tension, enfin, le zombie, c'est censé vraiment être toujours une menace qui peut arriver à n'importe quel moment. Justement, dans le zombie de Romero, ça marche très bien, en fait. On sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver dans les magasins et tout. Il y a vraiment une oppression constante. Et là, en fait, je trouve que ça, c'est un peu dommage parce qu'à un moment donné, il en oublie ça. Genre, on les fout dehors, ils jouent à Où est Charlie pour tirer sur les zombies dehors. Et en fait, t'as plus du tout ce sentiment de tension. Par contre, oui, ça explose de partout. Mais c'est pas un film de tension. C'est un film d'action, et ça l'a toujours été en fait, avec un skin de film d'horreur et du gore. Ouais, mais tu peux faire les deux. Le zombie, t'es censé quand même avoir un peu de tension. J'entends, mais je pense pas que c'est dans leur idée de base de faire un film de suspense, de tension et tout. C'est un film d'adrénaline, tout simplement. Et je trouve que dans ce département-là, le film, sur moi, fonctionne. Ouais. Je trouve que les moyens mis en place à l'écran, ça bombarde dans tous les sens. Moi, je trouve que ça fonctionne. La dernière demi-heure, dès qu'ils vont au gun shop d'Andy, jusqu'au final, moi, c'est un poulet, comme disent les jeunes. Un poulet bien cuit. Voilà. Du coup, Mylène, pendant que tu parles du film, reprends. Qu'as-tu pensé de L'Armée des Morts ? Il me semble que tu l'aimes bien. Ouais, c'est un film que j'ai vu quand j'étais ado et que j'ai beaucoup regardé, que j'aime vraiment bien. Avec le temps, je trouve que voilà, il y a des choses qui ont très mal vieilli, notamment que j'aurais pas vu à l'époque parce que j'étais à fond sur les scènes d'action et c'est ce qui marche très bien dans ce film, comme vous l'avez tous dit. Ça marche super bien, mais effectivement, j'en ai marre en fait des films d'horreur qui font des personnages complètement pétés aux manettes, qui sont juste écrits. Là, j'ai vraiment eu l'impression en fait de jouer à Zombicide ou alors Dead of Winter en mode alors toi tes skills c'est faire des pansements, toi ton skill c'est d'apporter les bouteilles d'eau et du coup j'étais là ok toi c'est quoi, toi tu sais lire les bouquins, toi tu sais jouer à l'échec, enfin et du coup moi ça me fait rire parce que j'aime bien les jeux de société, parce que voilà je me suis pris en mode c'est un divertissement, mais c'est vrai que putain, écrire quelques personnages, ça aurait pas été de trop quand même, les gars. Surtout qu'il y avait grave moyen de faire un super perso avec l'infirmière. Et puis, moi, je suis un peu team. J'aime pas trop quand les zombies courent. Parce que je trouve qu'en fait, c'est un truc qui a pu marcher au début, qu'on l'a mis en place. Et après, c'est devenu la fête du slip. Et comme le dit Romero, en fait, je suis désolée, mais un zombie qui pourrit, il est pas censé pouvoir courir sur ses deux pieds. Désolée, mais quand t'as la cheville complètement moisie, courir, dommage, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que on n'a pas besoin de faire courir les zombies pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que t'as l'impression avec ce remake que tout va 2 fois plus vite. Alors des fois, justement, ça marche super bien, notamment dans l'action. Donc la contagion, elle dure 5 minutes, qui paraissent 2 secondes. Donc du coup, le doute, normalement, dans les films de zombies, on doute, on se fait avoir, on se fait bouffer parce que justement, on sait pas que la contagion, elle va arriver, parce qu'on sait pas qu'une personne va nous manger. Oh là, les règles, elles sont connues très très vite. D'ailleurs, dans les petites vidéos qui ont été tournées, les fausses émissions, on te dit le terme zombie. Là, vraiment, rien à faire. Les règles sont... Développe le contexte pour ça, parce que oui. Vont pas capter. Alors dans les bonus du Blu-ray de l'Armée des Morts, il y a donc 2 mini-films qui ont été tournés.
Donc l'une, c'est un présentateur télé qui évolue du coup en huis clos dans l'émission télé qu'il présente. Et donc en parallèle, on va avoir des petites vidéos, notamment avec Tom Savini qui est en train de tuer du zombie, avec comme ça des interviews, le président, le Premier ministre. Et on va avoir aussi toute cette déchéance de la contagion avec genre 10 heures, et on voit que la contagion évolue de plus en plus, voilà. Et l'oppression du point de vue en fait de ce présentateur. Et on a aussi une autre vidéo que moi perso j'ai beaucoup aimée, et je trouve ça un peu dommage de l'avoir découvert que maintenant. C'est la vidéo d'Andy en fait. Andy donc qui est dans sa boutique tout seul en fait se filme depuis le début de la contagion, et donc on va avoir une espèce de fun footage en fait où on va voir Andy évoluer en fait tout seul, devenir fou, s'inquiéter, et en parallèle en plus on aura il enregistre par-dessus une vidéo donc de sa femme et de sa fille qui sont dessus, et du coup on va un peu plus comprendre le personnage. Et c'est vrai que moi c'est un perso qui m'a beaucoup touchée la première fois que j'ai vu l'Armée des Morts. J'étais vraiment oppressée par le fait qu'il était tout seul, qu'il avait pas de bouffe, cette façon en fait de communiquer avec les autres, il est vraiment isolé. Je trouve que ça c'est un truc qui marche très très bien. En plus on nous met des instants en fait presque de douceur, alors que vraiment on sait que son état il est critique. Et cette vidéo je trouve qu'elle apporte beaucoup au film, et c'est vrai que pour le coup, même si le film a des défauts, même s'il est pas parfait, je trouve que c'est chouette d'avoir réussi à faire limite des petits bonus en fait qu'on peut découvrir comme ça et qui permettent de mieux appréhender l'œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça quand même relativement chouette. Moi, j'ai fait un blocage sur cette vidéo parce que Andy, en fait, quand tu le vois en gros plan et tout dans son truc dédié, il ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à Christophe Beer. Et pour moi, c'était Christophe Beer, en fait, avec un flingue dans les mains. J'ai pas pu... j'ai passé mon temps à rigoler, ce qui fait qu'à la fin, quand il meurt et tout... Oh non, alors que moi, j'ai pleuré pour le poisson. C'est les bons moments pour vendre, je pense, le Blu-ray. Ou le DVD d'ailleurs aussi est rempli de bonus, et il y a vraiment eu des tonnes de trucs qui ont été faits sur le film dedans, dont un excellent making-of d'1h30 où on voit vraiment l'enfer que ça a été à faire, et les centaines de figurants qui étaient peints à la truelle à la suite. D'ailleurs, peints par un chef maquilleur et sa femme c'est une certaine Heather Langenkamp. Oui, elle est dans le générique. Elle est dans le générique, parce qu'elle a, outre son rôle de Freddy, elle n'a pas joué Freddy, elle a pas joué Freddy, elle a joué Nancy. Je suis fatigué, désolé. Outre son rôle de Nancy chez Freddy, elle a beaucoup investi dans les effets spéciaux. Elle a une boîte avec son mari et tout, et c'est eux qui ont géré l'Armée des Morts. Ils sont très chouettes. Ils sont très très beaux, et parfois ils sont vachement crado au passage, au fil des journées qui défilent. Alors par contre, est-ce qu'on peut parler de ce bébé dégueulasse quand même, parce que franchement c'est un sacré trauma. Mais on le voit même pas. Dans la version Unrated, tu le vois très bien. Moi je le vois bien dans mes souvenirs là. Est-ce que dans la version que t'as vue, on voit les survivants rentrer dans le centre commercial et il y a un zombie amputé qui se met à courir vers eux sur le parking? Je crois pas. Ils le font brûler, non? Pas du tout. En fait, tu as au début du film les survivants qui se retrouvent et ils disent on va au centre commercial. La caméra monte, plan large, on voit le centre commercial. Ok. Pendant 1 minute après, les survivants, est-ce que tu les as vus rentrer dans le centre commercial ou ils sont déjà dedans? Franchement, je m'en souviens pas. Est-ce qu'une vitre se brise avec un bidet de toilette directement? Non, d'accord, ok. Donc tu as vu la version unrated, mais tu te rends pas compte. C'est là qu'on se rend compte qu'elle a pas vu le bon film en fait. C'est le moment. Elle a vu Army of the Dead de 2021. Mais le bébé, le challenge, c'était de le maquiller sans en fait utiliser de maquillage, puisque un bébé, il peut être allergique à plein de choses, et si tu le tartines de latex, le truc il peut crever entre tes mains, quoi. Mais il est en CGI. Il est en CGI. Non, c'est un vrai bébé. C'est un vrai bébé. CGI de fou, mec. Attends, c'est un vrai bébé avec. Les yeux sont en CGI, évidemment. Ouais. Je vais pas lui mettre. Non. Les yeux sont en CGI. Le reste du bébé est un vrai bébé qui a été tartiné de compote de pommes et de fraises et d'autres yaourts ou d'autres trucs alimentaires pour que ce soit facile à maquiller et à enlever. D'accord. Et ça donne ce résultat un peu gluant qu'on voit à l'écran. Dégueulasse, disons-le. Et c'est pour ça qu'il y a un plan qui a été coupé de la version Director's Cut, qui n'est pas dans la version cinéma. C'est un plan du gun pointé vers le bébé. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer vraiment comme on veut aux USA, comme plein de plans des protagonistes qui fument des clopes, qui sont tout le temps en train de fumer dans le Director's Cut, mais qui ne fument absolument pas dans la version cinéma. C'est pas grave de montrer des gens qui s'étripent, par contre des gens qui fument, faut pas oublier que c'est quand même un petit peu... c'est pas très chrétien. Donc faut pas, On est surtout là pour leur vendre des armes, pas des clopes, quoi. Oui, voilà, faut pas abuser. Donc voilà, c'était le point maquillage bébé. Mais par contre, la nursery, elle est hyper efficace. Franchement, la nursery, moi, ça m'a fait penser à Layers of Fear 1 où t'arrives dans la chambre d'enfant. Là, j'étais un peu en PLS. Je trouve que au niveau des décors, ça marche bien.
Mais oui, sinon, les persos, on essaie de te faire des romances qui ne fonctionnent pas. Et alors, petit fun fact, donc moi, j'ai vu vraiment beaucoup de fois ce film. Et un jour, j'ai décidé d'aller le voir en salle, il était rediffusé. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais vu le générique de fin. Donc moi, pendant des années, La surprise. j'ai trouvé que le film était quand même relativement optimiste. Voilà, c'est plutôt pas mal. Une belle happy end. Et du coup, j'avais dit à ma pote qui avait peur des films d'horreur, j'avais dit t'inquiète, ça finit bien, vraiment, viens, on va y aller, proche, je te prends par la main et tout. T'as perdu une pote, toi. Et non, c'est toujours ma meilleure pote, mais je pense qu'elle a beaucoup apprécié ma tête. Parce que moi, je me suis décomposée. Quand j'ai compris que ça faisait 10 ans que je regardais un film pas en entier, et qu'en fait, tout le monde avait crevé, j'avoue que, ouais, je me suis sentie un peu trahie quand même. Bon, bah du coup, maintenant, ça dépend. Si je veux me faire bader, je coupe le film avant, et sinon, je finis le film en entier. Mais voilà, ça a été un grand moment. Elle est trop bien, cette fin. Ouais, elle est vraiment bien. Non, c'est nul à chier. Un vrai problème avec les génériques, je note dans ce film. Ouais. Oui, je trouve ça. Oui. Moi, je trouve que c'est un non-sens total de terminer le film pendant le générique. Je trouve que c'est vraiment ne pas comprendre ce que c'est que le cinéma, le média du cinéma. Ça y est, le gros connard, il est là. Allez. Non, mais de mettre en fait la fin du film, la fin des personnages qu'on vient de suivre pendant 2 heures dans un générique entrecoupé en fait de noms et de prénoms de techniciens. C'est vraiment pas comprendre ce que c'est que le cinéma. Je trouve qu'il y a vraiment un problème avec ça. Il y a plein de gens comme moi qui n'ont pas dû voir la fin. C'est juste que déjà il y a le problème que tu ne vois pas, tu peux ne pas voir la fin du film, et en plus le générique c'est le truc qui arrive à la fin du film, donc qui est là, où t'es sorti du film. Tu vois, il y a un truc où tu sors de la diégèse, tu vois les noms des techniciens, les choses comme ça, et là en fait on te remonte les personnages derrière. Je comprends pas en fait ce truc-là. Je trouve que c'est une erreur, c'est une vraie erreur pour moi. Je pense que si, en fait, après avoir vu du coup les 2 petits films qui ont été faits à part, je pense que si le found footage avait été plus présent dans le film et si ça avait été un parti pris assumé, c'est clairement quelque chose qui aurait pu être fait. Et à mon avis, au cours de la production, c'est un choix qui a été fait de laisser tomber cette partie found footage et de garder ça un peu comme des bonus. Mais j'ai l'impression qu'au départ, c'est un format qui aurait dû être plus présent. Et du coup, ça aurait vraiment justifié le fait qu'en fait, on ait certaines infos du film vraiment avec ce format-là. Et là, ça aurait pu être intéressant en vrai. Moi, je pense aussi que c'était un moyen de te laisser espérer que c'était un happy ending total et que d'un coup, le film, au moment où tu te dis, bah c'est fini, je me casse, te rechoppe en mode non, c'est pas ce genre de film-là. L'intention, pour moi, c'est ça, et pour ça que ça fonctionne sur moi. En fait, si le film il s'était terminé par des images de found footage avant que le générique de fin ne démarre, il y aurait un souci dans le sens, putain, en fait, le climax du film, c'est des images found footage toutes pourries, quoi. Donc du coup, t'aurais fini par un truc déceptif, tandis que là, étant donné que le générique démarre, les images en found footage, limite, c'est du bonus, tu vois. Tu peux t'arrêter à la fin du générique ou tu peux t'arrêter avant. Mais comme dit Mylène, en fait, s'il y avait eu des found footage avant, ça aurait moins posé de problème en termes de cohérence de plan, en fait. Que ça soit mis à ce moment-là, quoi. Moi, je sais pas, je trouve que c'est vraiment enfin, je trouve ça incompréhensible. Même si, oui, évidemment que ce qu'a dit Mylène sur le fait que il était censé y avoir plutôt plus de plans en caméra embarquée, en vieux DVI, tout ça là ça aurait eu plus de sens, mais du coup, pourquoi l'ajouter au film si ce n'est pour avoir un délire, un truc un peu cool, tu vois, juste du cool pour être cool. Moi, tu viens de définir Snyder parce que c'est cool. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça. Moi, je crois qu'ils se sont peut-être rendus compte que la fin était ratée. Dans le sens où, dans l'original... Alors, excusez-moi, je reviens tout le temps sur l'original, mais je suis un peu forcée de faire la comparaison, c'est un remake. Dans l'original, t'as ce truc à la fin où c'est pas vraiment une happy end. Ils arrivent à s'enfuir, mais ils te disent « Ouais, mais on n'a plus d'essence et on sait pas où on va, ils sont partout. » Donc, t'as quand même... Ok, ils sont sortis du centre commercial, mais bon, après... Et du coup, la fin, ils partent en bateau, elle est un peu... T'as pas ce côté un petit peu où t'as un doute qui est intéressant. Donc du coup, la fin, c'est une happy end, mais un peu tiède. Voilà, donc je pense que ça a été rajouté pour dire, faut quand même mettre une note finale, parce que là, ça se termine pas vraiment, en fait. Moi, pendant 10 ans, je l'ai bien vécu, la fin optimiste. C'est plutôt maintenant que je le vis mal. Tout ça à cause de ce pauvre chien qui aboie, là. Est-ce qu'il n'y a pas un délire essayer de recréer un truc un peu choc comme La Nuit des Morts Vivants, tu vois, où la fin, elle est hyper pessimiste, elle est choc de fou? Si, est-ce que c'est pas juste ça? Je pense, hein. Totalement. Tout le film est quand même vachement dépressif. Dans l'âme, personne survit, c'est la merde, c'est l'apocalypse. Moi, je me rappelle que... Je pense que c'est ça le message du truc. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je l'ai vu en salle,
j'allais pour me lever, sortir de la salle et tout machin, et je vois qu'il y a des images, donc du coup je me rassois et une bonne partie de la salle a fait de même. Et quand je les ai vus arriver sur l'île, je me suis dit ah d'accord, ok, donc là on est de nouveau dans la citation de Romero, parce qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, le quatrième film de zombies de Romero, donc Land of the Dead, n'était pas encore sorti. Ça faisait des années qu'il essayait de mettre ce truc en place, et les quelques infos qu'on avait sur le scénario du quatrième film de zombies de Romero, c'était que ça allait se passer sur une île. C'était une espèce de petite société en fait qui essayait de s'organiser sur un espace dont on pouvait pas s'échapper, et je trouvais l'idée vraiment très très bonne quoi. Et je me suis dit ah tiens d'accord, il retourne en fait sur le truc de Romero, donc il va faire en fait le film le fameux quatrième film de zombies de Romero qu'à l'époque en tout cas on pensait ne pas voir quoi. Sauf que quelques secondes après on voit que tout le monde meurt, et je me dis ah en fait non d'accord, donc c'est moi j'ai pris ça pour du troll en fait. C'était plus qu'une fin un peu dépressive ou un peu facile. Je me suis dit ok, c'est ils nous tissent quelque chose, puis en fait non, je m'en fous. C'est une manière en fait de dire en fait voilà, peut-être que vous attendiez une suite, peut-être que vous imaginiez que j'allais continuer en fait sur les traces de Romero, mais en vrai non, je m'en fous. Je vais tuer tous mes personnages et passer à autre chose quoi. Après je pense quand même que le pessimisme il est quand même volontaire, parce que on te montre très vite que personne ne viendra les sauver. Dans le film de zombies, il y a toujours un faux espoir au moins jusqu'à la fin, que on va avoir un traitement, qu'on va avoir les flics qui vont arriver ou les militaires. Enfin voilà, c'est vraiment l'espoir. Et d'ailleurs, en général, dans les années 2000, soit les militaires sont des gros connards, soit les militaires sont d'ailleurs la cause du virus zombie, parce que on a tenté d'en faire des surhommes qui ne mourront jamais au combat. Et du coup, c'est vrai que là, c'est l'un des seuls films, enfin il y en a d'autres bien sûr, mais dans les seuls qui n'utilisent pas ce trope en fait. À aucun moment on va venir les sauver. Il y a vite fait l'histoire de cet hélicoptère qui va passer, ils vont quand même tenter de faire un message, mais non, il n'y a pas d'échappatoire. C'est soit ils se démerdent, soit ils crèvent. Le surhomme militaire d'ailleurs, qui est la raison des zombies dans ce qui devait être la suite du film de base, Army of the Dead. C'est ça, c'est souvent une cause. Après, dans les plus vieux films, on a aussi les zombies, plutôt la cause de la guerre, en traumatisme de guerre, dans des films comme Le Mort-Vivant, ce qui est un trope bien plus intéressant que la contagion par les militaires, quoi. Il nous reste une personne à interroger, en dehors de moi, qui va essayer d'ajouter un peu de positivité à ce qui va se passer, mais je sais très bien que le dé n'attend qu'une chose. Vas-y, Dario. Moi je vais pas faire comme si j'aimais bien Zack Snyder, au contraire. Comme tu l'as dit très justement, Mathieu, au tout début de ton tunnel, c'est que pour moi Snyder il a eu un peu de chance sur sa carrière, parce que du coup il a adapté un scénario de James Gunn, ensuite il a adapté des œuvres de George Miller, et quand il a commencé à écrire ou à co-écrire ses propres scénarios, Frank Miller, pas George Miller. Frank Miller, pardon, excusez-moi, Frank Miller. Dès qu'il a commencé à écrire ou co-écrire ses propres scénarios, on a bien vu que il n'est pas si talentueux que ça finalement, ce gars. Et personnellement, moi la patte Snyder, ça me fait chier, vraiment, je trouve ça nul. Amen. Vous avez parlé du plan d'intro hyper large de l'infirmière en fait qui regarde son lotissement en train de se faire détruire par les zombies. Moi je trouve ça nul à chier, je suis désolé, les plans extrêmement larges comme ça, j'y vois aucun intérêt. Je trouve que Zack Snyder il a vraiment très peu de talent de réalisateur. C'est qu'un plan large, frère, hein. Il a baisé ta mère, le plan large. Non, mais après c'est tout le film qui est comme ça, hein. D'accord. Tu m'avais dit, Romain, parce que moi c'est la première fois que je le voyais le film, et tu m'avais dit il avait un bon chef-op, t'inquiète, et je trouve que non, ni le réalisateur ni le chef-op étaient vraiment en forme pendant ces 2 mois de tournage, tout éclairé en contre avec du vert pour faire oui, non mais parce que c'est des zombies, ils sont un peu verts et tout, ils sont morts. Désolé, mais j'ai pas 8 ans, quoi. Moi ça me fait chier des bulles, et comme il y a aucun plan qui est vraiment bien réalisé et composé, je comprends pas qu'on défende le film là-dessus, quoi. Je continue ou... Romain sue à grande goutte, il est en PLS. J'ai aucune sueur, j'ai accepté mes mentions Twitter dès le début de l'épisode, faut savoir un truc. Je suis curieux. Quand tu dis des plans mal composés, donne des exemples. Juste développe. Là, j'ai justement pas un exemple à te donner, parce qu'il y a aucun plan iconique, aucun plan... Toi, tu vois, Romain, tu parlais de la dernière demi-heure du film, et moi, je la trouve vraiment hyper mal cadrée. On croit jamais qu'ils sont dans un camion. Pour moi, ils sont vraiment dans un studio à Hollywood. Ensuite, quand ils sont dans cette rue, pareil, ça a l'air d'être une fausse rue, nulle à chier. C'est une vraie rue pour le coup. Pourquoi ils l'éclairent comme une fausse rue, alors excuse-moi.
pourquoi tout est gris comme si tout était en mousse. Pour moi, toutes ces séquences de fin, en mode le seul intérêt, c'est de voir une meuf se faire tronçonner gratos. Alors du coup, je sais même pas pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça. Est-ce que justement c'est parce qu'elle a eu une partie de jambolaire avec le gars, elle a mérité de mourir, du coup, je sais pas. Mais bon, le réalisateur, visiblement, il a des problèmes. Le seul bon point du film, et là je pense que Lily, tu vas me rejoindre, vous avez vu qui c'était le stagiaire de la sécurité ou pas? Bien sûr, voilà. C'était sûr. Patrick? C'est Patrick. C'est Patrick. Patrick dans Komodo. C'est l'enfant de Komodo. C'est si beau. Voilà. Mais vous êtes fous. C'est l'épisode des génériques. Putain, mais c'est pour ça qu'il me disait quelque chose, merde. Bah oui. C'est lui. C'est Patrick. C'est le mec d'Airbud. Ah putain, oui. Kokomo. Je spoil l'avis des auditeurs. Il y a eu beaucoup d'avis sur le film, mais il y a quand même quelques malins qui écoutent bien le podcast, qui ont juste envoyé Patrick. Ils savent très bien. Et Brian Gosling, ils ont bossé ensemble quand même. Brian Gosling, le fameux. J'en peux plus, vous me fatiguez. Qu'est-ce que tu veux dire après ce massacre en règle? Mathieu, tout à l'heure aussi, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un peu long, je suis désolé, mais tu as mentionné le fait que ce générique de fin, finalement, c'était un petit peu pour dire non, mais moi, je fais pas comme Romero, regardez, je bute tous mes personnages, je m'en fous. Bah, est-ce que vraiment le film, il essayait de faire comme Romero? Je pense pas, surtout que il dit vraiment l'inverse de ce que dit Romero, que ce soit Non, ça c'est ce que j'ai pensé en fait à l'époque quand j'ai vu le film il y a 20 ans en arrière, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que Romero, il s'en foutait royalement, tu vois. Il t'a placé des caméos de Tom Savini, de Ken Foree, de l'acteur qui joue le pote de Ken Foree dans le premier film, dont j'ai oublié le nom. Voilà, tu vois. Il connaît le film original et il le montre, mais je pense qu'en vrai, il s'en fout. Quand je dis il le connaît, c'est dans le sens il l'a vu, tu vois. C'est pas parce qu'il l'a vu qu'il l'a compris, en fait, tu vois. Effectivement. En plus, il avait la version américaine, j'imagine, donc. En plus. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, la présence du centre commercial dans le film de Zack Snyder, elle dit l'inverse de la présence du centre commercial dans le film de George Romero. Du coup, pour un remake, en fait, je considère même pas le film comme un remake au fond. Le film, il a juste le même titre. Ils disent oui, quand il y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Il y a une femme enceinte et un centre commercial. Oui, c'est quasiment pas un remake, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même pas un remake, s'il a pris les idées de base et il a fait sa version à lui, mais en se torchant un petit peu avec ce que voulait en fait dire Romero à l'époque, mais ce qui fait sens aussi parce que, encore une fois, l'époque n'est pas la même, quoi. Là, on est après le 11 septembre et les idées qu'avait Snyder en fait à l'époque n'étaient pas du tout celles que Romero avait 20 ans en arrière, tu vois. Et est-ce que déjà faudrait pas définir remake, tu vois, genre allez vas-y, on lance le pavé dans la mare, on part en débat sur 3 heures, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'un remake doit forcément être proche de l'original, ou alors est-ce qu'il peut totalement faire l'inverse? Non, mais c'est pas un. Je dis pas que c'est mauvais que le film fasse différemment que le remake, je dis juste que il fait vraiment strictement l'inverse et que du coup c'est une preuve que soit il a pas compris le film, D'accord, je comprends mieux. Soit il est débile, tu vois. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Merci d'éclairer. D'ailleurs, t'as raison sur un truc, c'est que les remakes de Romero qui collent trop à Romero, de toute façon, se foirent aussi, quoi qu'il arrive. Je pense aux tous les remakes du Jour des Morts Vivants qui sont tous fabuleux. Steve Miner aussi, on t'embrasse au passage. Je veux juste dire un dernier truc sur les personnages féminins du film, parce qu'on a très peu parlé, j'ai l'impression. Pour résumer, il y a une infirmière qui est là pour recoudre les gens. Une vieille qui est là pour faire à manger, une meuf qui est là parce qu'elle est enceinte et qu'elle est là pour enfanter, et une autre qui est là pour faire l'amour avec un mec. Donc on a vite fait évoquer le fait que les personnages féminins du film étaient quasiment inexistants, mais c'est même pire que ça, elles sont vraiment réduits à des fonctions basiques pour les hommes, quoi, genre pour les soigner, pour leur faire à manger, pour... C'est Handmaid's Tale mais avec des zombies, quoi. Et surtout, elles sont toutes giga connes. Enfin, désolé, hein. L'autre conne avec son chien, là. La meuf avec le chien, elle est vraiment montrée comme étant giga conne. La meuf enceinte, je pense qu'elle a 2 répliques, c'est je veux faire pipi et oh mon Dieu. Tu vois, genre tout, c'est tout ce qu'elle dit. Elle n'a aucune autre réplique. La vieille, elle a un petit moment de... elle a ramené les gens en camion, elle est un peu badass, elle fume des clopes, mais au final, elle est là pour mourir. Enfin, vraiment, les personnages féminins sont tous à chier. Je sais pas ce qu'il a foutu de James Gunn, mais là... Après les hommes, ils sont pas brillants non plus. Hein. À part Vingram, c'est rencontre avec Joe Black, là, les je suis pas trop d'accord.
je suis pas trop d'accord parce que entre le petit mec de la sécurité qui il a quand même un cœur, le mec de la sécurité méchant qui a un arc de rédemption, Patrick il a une cœur, le grand balèze qui veut sauver tout le monde et défendre ses frères, l'ex-mari lésé qui finit avec l'infirmière. Enfin, non, je suis désolée, les personnages masculins, ils sont plus développés, ils ont des arcs plus intéressants et ils prennent part à l'action de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus héroïque. Ça, pour le coup, c'est typique Snyder. Mais ils sont concons, mais en fait, excuse-moi, le mec de l'armurerie qui discute par ardoise interposée est plus approfondi que littéralement tous les autres personnages féminins. Oui, donc, ça c'est vrai. Pardon. Ça c'est vrai. Mais je les trouve quand même un peu débiles. Genre le mec là qui garde sa meuf ligotée là, qui est lui, je le trouve stupide. Oui, mais un point. Manger du foin. Hein. Tu vois, t'as beau avoir l'instinct paternel et tout, faut pas déconner non plus quoi. Là, il est complètement con. À quel moment tu imagines que tu vas construire une vie de famille avec une meuf zombie ? Bah, dans Fido, quoi. Bah, je sais pas. Je trouve ça stupide. Je pense qu'il est juste devenu fou. Oui. Voilà, ouais, peut-être. Ce que le film essaye de dire, mais il le dit mal, et encore une fois. En fait, l'impression que j'ai, c'est que pour qu'un personnage féminin existe chez Zack Snyder, faut que ça soit une super-héroïne. Si tu regardes dans 300, l'épouse de Léonidas, elle a un petit peu ce truc-là de meuf badass et tout, tu vois. Son mari, celle qui gère le truc. Ouais. Dans Watchmen, on a déjà des super-héroïnes. Dans Batman même contre dans Superman, Watchmen, elle est pas très bien écrite. Ouais, mais elle est magnifiée, tu vois. Elle est filmée de la même façon que les autres super-héros de l'histoire, tu vois. Et dans Batman contre Superman, c'est aussi Zack Snyder qui introduit Wonder Woman. Sucker Punch, ça n'est que ça pendant 2 heures. J'ai l'impression, moi j'ai cette impression-là, c'est que les femmes, en fait, ils s'intéressent pas trop à elles si c'est pas des super-héroïnes, quoi. Quasiment pareil pour les mecs. Hein. Son Superman, il est aussi filmé de cette manière, etc. Il s'intéresse au physique, en fait, plutôt qu'à la psyché, et que dans l'Armée des Morts, il peut pas vraiment mettre de physique en valeur parce que c'est des survivants plutôt lambda. Du coup, il y a rien, quoi. Tout simplement. Oui, mais là, du coup, c'est pas que lui le problème, parce que c'est James Gunn qui écrit quand même. Et James Gunn, après, il nous habitue à des choses bien mieux, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup son cinéma. Ouais, mais Gunn, il a évolué après, avec Horribilis, avec d'autres films beaucoup plus sérieux, mais là, il sortait de la trauma, tu vois. Ouais. C'était aussi un petit con, James Gunn, à l'époque. Faut pas oublier ça. Et ça l'est toujours un peu. Maintenant, il s'est calmé. Mais voilà. Et après, ça a beau être lui au scénario, c'est Snyder qui réalise le film. Sur la table de montage, c'est Snyder qui dirige tout ce qui est dedans, ce qui est pas dedans, et c'est lui qui est écrit comme il veut, quoi. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on t'introduit le film en te faisant croire que cette infirmière, c'est un peu le personnage qu'on va suivre et tout. Et en fait, elle est juste un prétexte à nous emmener dans ce centre commercial. Et moi, je crois que c'est l'une de mes plus grosses déceptions de ce film, c'est qu'en fait, on n'en fait rien. Je veux dire, même à la fin, quand on sent qu'elle a des sentiments, par Joe de Medium, dont j'ai pas le nom, je suis désolée, aujourd'hui ça sera l'épisode où j'ai aucun prénom. Et Jack Weber, qui joue Michael. Jack. Et du coup, en fait, on voit qu'ils s'entendent bien, mais t'as l'impression qu'il manque un bout du film où on va vraiment comprendre qu'il y a une romance, quoi. Enfin, moi je trouve qu'elle est vraiment sous-exploitée, c'est vraiment le personnage le plus décevant là-dessus. Et toutes les romances, enfin les 2 romances qu'il y a dans le film, elles sont nulles à chier, hein, de toute façon. Grave. La romance qu'il y a entre l'infirmière et le gars de Medium, là, elle est ellipsée, en fait, d'un seul coup, on se dit, il y a une ellipse, et maintenant ils se tiennent la main, ils se font des bisous, machin. Et l'autre, c'est Patrick de Komodo et la rousse, parce que ils ont à peu près le même âge, et puis mais voilà. parce qu'il s'en bat les couilles. Lui, il veut faire des grosses séquences d'action qui font vroom vroom partout avec des fusils à pompe et des explosions. Mais dans ce cas-là, tu mets pas la séquence, enfin, tu mets pas de romance dans ce cas-là. Pourquoi en mettre juste pour en mettre ? Personne l'a forcé à mettre ça dans mais son moi film, je suis persuadée qu'il se croit un peu profond. Hein. Je suis sûr. Quand tu vois ce qu'il fait, je sais pas, faut quand même parler de ses derniers films. Vous avez vu Rebel Moon ? Non, rien à foutre. Je pense qu'il faut le mater pour vraiment comprendre ce qu'est devenu Snyder et voir un peu l'évolution. Parce que, comme moi je disais qu'il y avait un bon chef-op sur l'Armée des Morts, c'est en partie parce que je le pense, déjà. Je pense que c'est son film qui tient le mieux, déjà, la durée visuellement, qui tient mieux les années. C'est facile, c'est le seul qui fait 2 heures. C'est le seul qui fait 2 heures, donc oui, c'est plus regardable. Déjà, et surtout, c'est le seul qui est pas non plus sur des fonds verts, donc ça aide énormément, c'est des vrais plateaux. Donc ça fait vieillir mieux, mais surtout, sur l'Armée des Morts, c'est un des frères Leonetti, qui est un des chefs opérateurs, un mec qui savait un petit peu éclairer, qui a fait, il a fait Mortal Kombat Annihilation, mais c'est un autre problème. C'est un gros problème. Et en fait, après, Snyder, il a changé de chef-op, je crois qu'il y a eu Larry Fong, et sur ses derniers films, depuis Army of the Dead, c'est Snyder qui éclaire ses films. C'est une dinguerie. Déjà qu'il sait pas écrire, pourquoi il est... Il a trouvé des nouveaux objectifs de cinéma qui sont très flous. Il adore ça, ça fait vraiment une profondeur de champ très très fine, etc.
Army of the Dead 2021 est flou. Le film est littéralement flou. Tu as une migraine à la fin et des pixels morts sur la caméra en plus. Du coup, tu sais pas ce que tu regardes. Et Rebel Moon est un chef-d'œuvre. C'est son grand film de SF, réponse à Star Wars, qui devait être un Star Wars mais qui n'en est pas, qui justement devait être sa grande œuvre de science-fiction philosophique. C'est ça premier degré là ? C'est sur Netflix, hein, ça. Non, je dis que ça devait être ça. Oui, c'est sur Netflix. Ça devait être sa grande œuvre philosophique. Regardez-la. Faites-vous un kiff. Lancez-vous. Voilà, et après, venez me dire que Zack Snyder, c'est un bon réalisateur. Je vous en supplie, regardez tous ses films. Et après, venez me dire ça dans les yeux. Les Snyder sexuels sont un petit peu en panique depuis Rebel Moon parce que en fait là, ça a atteint le stade où eux-mêmes galèrent en fait à justifier le truc. Je pensais que c'était déjà depuis Sucker Punch, quoi, parce que là, bon. Non, Sucker Punch, c'est un banger à côté de Rebel Moon. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est d'autres sujets. On peut pas divaguer comme ça sur tous les films de Snyder, sinon ça va durer 4 heures et l'épisode il est déjà assez long. Ça va faire l'équivalent d'un film de Snyder. Long et insupportable. Ouais. The Plour de Cut. Merci quand même Dario, merci. De rien. C'était attendu, j'ai envie de te dire, le public le savait, dans l'avis des auditeurs, certains le savaient. Tout ça sans... Enfin moi j'ai défoncé le film sans avoir évoqué ce qu'a dit Amélie, donc c'est encore pire, tu vois. Ah oui, mais c'est Amélie qui avait le gros morceau de base, Amélie est passée à la fin mais on l'a mis au début. Moi je tiens à rajouter un petit peu de positivité en fin d'épisode. Je serai le gilet pare-balles de Murphy dans Robocop, qui ne sert à rien, qui se prend des balles quand même, mais qui est là quand même, tu vois, pour la symbolique. Faut savoir plusieurs choses. Déjà, cet épisode, cette semaine que vous entendez, chers auditeurs, c'est un épisode sur Leprechaun de base. Je me suis dit au dernier moment, bon, c'est la Saint-Patrick, c'est l'occasion de faire Leprechaun, mais c'est la semaine des Oscars et il serait temps de remettre un peu l'art au centre de ce podcast. Et je cherchais des films qui provoqueraient un petit peu de débat, donc je vous ai enlevé Leprechaun, mais vous l'aurez un jour, quoi qu'il arrive. Et j'avais plusieurs films de zombies à proposer parce que ça fait toujours un peu débat, voilà. Et L'Armée des Morts, c'est le film de zombies et le film de Snyder que je me retape le plus souvent. Parce que moi, vos débats là de personnages féminins claqués, de la rue a fait fake, de bon, il est un peu puant, je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles. Le film est un ride absolu pour moi. Je suis désolé. C'est le Snyder qui vieillit le mieux, de loin, pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Moins de fond vert, plus de moyens pour des décors physiques. Il n'y a pas encore ce délire sur les surhommes, donc tu peux un peu t'identifier à certains protagonistes. Je trouve que le film alterne super bien les séquences d'action qui pétaradent dans tous les sens. C'est-à-dire que Vingrams fait pampan, mon cœur il fait boum boum, littéralement. ça me va. Non mais c'est vrai, et il y a une telle générosité dans ce n'importe quoi mis en scène à l'écran, de voir des zombies taper des sprints après des voitures ou grimper sur des bus pendant qu'il y a un mec avec un fusil à pompe dessus qui balance des trucs de gaz pour faire exploser des trucs à côté. Moi je suis dans Left 4 Dead, je suis dans Dead Rising, je m'éclate. C'est d'une telle générosité, et tout quand même, c'est pas 100% du CGI, je pense à World War Z qui refait la même chose plus tard d'une manière très très moche, que je m'éclate du début à la fin. Il est pas du tout parfait, on l'a déjà dit, notamment le message du film, mais si on reste en surface, je trouve que c'est une montagne russe très très fun, très très conne, et que, bon, on va me dire, ouais mais du coup tu sais que c'est un film un peu puant, mais tu le regardes parce que c'est con, t'as du dédain pour le film au fond, etc. Mais premier degré, le film, je l'ai vu 20 fois et je passe un excellent moment à chaque fois. Ce qui est marrant en plus d'analyser maintenant le film, c'est qu'il y a 20 ans de recul quasiment et qu'on peut voir les débuts de toutes les obsessions de Snyder petit à petit. Tu peux voir la naissance du drame, de ce qu'on pouvait dire à l'époque être des défauts de premier film et qu'on espérait corriger dès le deuxième, et on peut voir qu'en fait c'est la downfall. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Très, très bon titre d'épisode, ça, au passage. On a déjà fait ça. Non, on a fait Anatomie d'une chatte. Oui, Anatomie d'une chatte. C'est déjà fait. Tant que ça fait des écoutes à ce stade, voilà. Moi, je mettrais Vingrams fait pampan. Je trouve ça bien. Ouais, c'est beau, ça, c'est beau. Patrick, moi je mettrais ça. Patrick. Voilà, c'est un excellent film d'action, je trouve. C'est un ride total et totalement débile. Tu le prends comme ça, tu peux t'éclater, je pense. Oui, c'est un film popcorn. Je pense que vous avez été d'une méchanceté assez folle, pour des raisons qui sont très valables, notamment celle d'Amélie. Après, tu sais, en 1915, il y a des gens qui se sont éclatés devant Naissance d'une nation. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. 5 étoiles, Jamstercast sur... Lily. Lily Nelson pour les messages privés. Merci. Écoutez, c'est un film d'action fun, con, débile, très généreux. Si vous aimez ça, c'est pour vous. Tentez-le. En effet, quand tu prends en compte le zombie de Romero, c'est un petit peu compliqué. Quand t'es fan de Romero, mais tu vois sans ça. Le prendre en compte, je trouve, moi. Ta gueule.
Je fais ce que je peux. Désolé, je rame. T'es tilté, Boubou. Laisse-moi ramer. En effet, on peut se rendre compte que le film, il a un petit penchant d'extrême droite. Petit, léger. Mais, voilà, des fois, faut être ouvert. Faut tenter. Ah ouais. Tenter plein de choses. Droit au cœur. Voilà. Moi aussi, tu vois, les films conservateurs, il y a un truc, Dirty Harry, tout ça. Quitte à se faire des ennemis, autant toutes les citer. Je trouve que malgré son message puant, il est fun. Moi, il me touche mes petits points sensibles de fan de zombies et de fan de Left 4 Dead. Voilà, faites ce que vous voulez de tout ça. Tu veux dire que toi, t'aimes bien le P silencieux, comme dirait Lily? J'adore le P silencieux. Ouais, le P silencieux qui est discret mais qui pue. Voilà. C'est ça. C'était ma critique Letterboxd. J'ai aussi proposé le film parce que je savais très bien ce qui allait se passer, qu'il allait provoquer un peu de débat. Je suis très heureux de ce qui s'est passé. Attends, on l'a pas détesté, hein. On l'a pas détesté, Romain. Moi, je dis que je l'aime bien. Non. Au contraire, dans ma tête, ça allait partir bien plus en couille que ça, et je suis très heureux encore de cette alliance avec Mylène, qui avec moi s'allie toujours dans le mauvais goût pour tenter de défendre l'indéfendable. Alors, sauf pour Massacre à la tronçonneuse de 2003, quand même, faut pas déconner. Hein. On va en reparler un jour, t'inquiète pas. Puis voilà, puis c'est un film vraiment, un marqueur aussi de cette époque, tu vois, l'horreur post 11 septembre, et qui annonce la couleur des hostels, des massacres à la tronçonneuse, des vendredis 13, qui sont tous un peu en réaction à tout ça. Le film, il est dispo très facilement pour ceux qui nous écoutent et qui veulent quand même tenter l'expérience, qui ont envie de se tâter un petit film de zombie d'extrême droite, un de ces quatre, que ce soit en DVD, Blu-ray, très, très facilement trouvable, dans son director's cut, qui rajoute beaucoup de gore et de plans de clopes, ou des petites scénettes à droite à gauche, mais qui n'est pas non plus un indispensable, contrairement à tous les Snyder Cut qu'on suivi, qui rajoutent 8 heures de caca en CGI là. Je tiens quand même à dire que Army of the Dead, qui devait être une suite de base réalisée par un certain Matthijs van Henningen, qui est le réalisateur du The Thing de 2011, le remake, le préquel, pardon, était une suite de base et ne l'est plus. Maintenant, c'est un multivers zombie. Horrible. C'est intéressant de le regarder, ce film. Je sais pas qui l'a vu du coup dans l'équipe. Moi, je l'ai vu, c'est une purge. Army of the Dead, plutôt crevé. Army of the Dead, voilà. Oui, c'est le seul Snyder que j'ai vu après Batman contre Superman. Je me suis dit, bon, allez, je lui laisse sa chance. Et j'aurais dû m'abstenir parce que non. C'est super intéressant de voir par contre du coup l'évolution d'un cinéaste au travers du même thème, le film de zombies. Tu vois, voir sa chute. Vous voulez l'anatomie d'une chute, elle est vraiment là. Même s'il a le mérite d'avoir fait un tigre zombie qui bouffe un mec à un moment, et c'est plutôt marrant. Là, c'est la Casa de Papel qui rencontre Resident Evil 9, quoi. Enfin, c'est vraiment fait du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il rechoisit un huis clos dans un lieu de divertissement. Oui. Très américain en plus, un casino. Oui. Mais il en fait complètement autre chose. Il y a une histoire de casse complètement éclatée. Mais il a rechoisi un théâtre de son film qui est signifiant, quoi. C'est ça. Tu pourrais faire une critique de la société américaine, tout ça, mais non. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que le film démarre par une fellation et qu'à un moment donné, on voit une énorme scie circulaire où tu dis, ok, à un moment donné, ça va charcler. Et en fait, non. Pas du tout. Donc, c'est un mauvais remake de Ghost of Mars aussi. Oui. C'est, pour ceux qui l'ont vu d'ailleurs, le zombie principal est joué par le mec qui joue le méchant principal de Ghost of Mars. Voilà, c'est l'anecdote qui tue. Énorme banger ce film, magnifique BO. Ghost of Mars, fabuleux. Voilà, avant de passer à l'avis des auditeurs, je tiens juste à saluer Michael Kelly qui joue CJ, qui est le meilleur personnage du film, je trouve. Ce gros connard qui devient en final le connard attachant du lot. Tu méritais mieux, mon loulou, je t'aime. À chaque fois, c'est un plaisir de voir ton évolution dans ce film. Avec ça dirait Trevor de. C'est Trevor avec une veste en jean qui a les manches coupées et qui trash talk tout le monde. Moi, j'aime beaucoup, ça me fait rire. Et qui se sacrifie à la fin pour une raison qu'on ne comprend pas, mais bon. Mais parce qu'il a des amis. Si. Non. Les zombies, prennent d'assaut le bus. Oui, il dit je te rejoins. Il dit je te rejoins, et en fait les zombies commencent déjà à grimper sur le bus. Tu peux le voir dire oh putain merde et commencer à vouloir partir du bus différemment. Et surtout que moi j'étais hyper frustré parce qu'on le voit trimballer genre ce qui a l'air d'être un minigun quand ils vont chercher les armes. Et je me dis ok, il va sortir le minigun, il va arroser tous les zombies. Et en fait pas du tout. On voit jamais le minigun alors qu'on voit bien qu'il a un sac de munitions qui pendouille et tout comme s'il avait un minigun. Donc il y a peut-être une scène coupée avec un minigun qui traîne quelque part. Ce qui aurait évidemment sauvé le film. Non mais je crois qu'on parle pas du même perso. C'est pas celui qui s'enfuit comme un lâche? Ah non, lui c'est un connard. Ah d'accord. Non, c'est l'agent de sécurité casse-couille avec la casquette là. D'accord, ok. Moi je vous dis, dans 5 minutes on apprend que Lily a pas vu le bon film. On n'est pas loin. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai vu La Morte Vivante de Jean Rollin. Est-ce qu'il y avait Patrick de Komodo dans ton film? Oui. Bah, c'est bon, t'as vu le bon film alors. J'ai peut-être revu Komodo, hein, qui sait.
J'aurais passé un meilleur moment devant Komodo, là, je le dis. Et je t'emmerde, Romain. On va passer à l'avis des auditeurs, je t'emmerde aussi, sache-le. Il y a eu beaucoup d'avis d'auditeurs. J'ai dû faire un choix, j'ai élagué beaucoup, il y en aura peut-être un peu plus que d'habitude, mais malheureusement, quand t'as 1000 messages à trier, c'est un peu compliqué. Je retiens un truc, beaucoup de positifs, et surtout beaucoup de... C'était un film que j'ai vu à l'époque. J'en ai un bon souvenir. C'est peut-être la clé. Peut-être qu'il y a un message là-dedans. À l'époque, on était tous racistes. Du coup, ça allait, quoi. Mais maintenant, c'est ça. fini. Non. On commence avec Stéphane Boulet, Werner Herzog. Un Snyder qui n'a rien à dire, et en cela, qui n'a rien compris à l'original. Mais c'est ce qui en fait le plus intelligent de tous les films de Snyder. Scène d'intro excellente, puis ça devient un film d'action con mais efficace. Son réalisateur ne fera jamais mieux. Voilà, là je le retrouve parce que sur la nuit de la comète, là c'était pas ça, mais du coup là il a dormi, il a récupéré, là ça monnaie. Alors tu te détends parce que La Nuit de la Comète, Mathieu, c'est un très bon film, ok. Non, c'est de la merde en revanche. T'avais qu'à être là, ça suffit. J'étais là, mais pas là. Non mais tu l'as défendu, t'as envoyé un message vidéo, donc voilà. On est très content pour les deux auditeurs qui ont écouté l'épisode. Les deux fans de La Nuit de la Comète qui ont été présents, on vous remercie. Donc c'est Mylène Merci, et moi. Mylène et Lily, ouais. C'est vous. Johan Orzulik, un billet d'entrée dans le giron hollywoodien pour Snyder et Gunn, au travers d'un survival qui n'exploite jamais les possibilités de son décorum et des personnages, au point d'aseptiser l'œuvre de Romero. Un film qui porte en germe les futures dérives de leurs auteurs. Je suis d'accord. Oui, de leurs auteurs, il compte bien Gunn dedans, au passage, pas que Snyder. Ouais, il a lui, dérapé on aussi l'aime bien. des fois. Hein. Après, moi j'aime bien James Son Twitter Gunn. de 2010, il y a des choses à dire là-dessus. Hein. Ouais, on le connaît, Gunn, petit malin. Sibi au bal du diable. Étant amoureuse des films de Romero, je trouve que ça ne comprend rien à son matériau de base et que c'est infernal de bêtises. Je peux comprendre l'attrait, divertissement zombiesque, nerveux et efficace, c'est moi ça, mais ça reste une trahison bien trop bourrine et débile pour mon goût. Ça c'est vous. Ultra-violence moderne. Attention. Mathieu et Romain, si on vous retient en otage, likez ce tweet. Je l'ai mis parce que Ultra-Violence Moderne, lui, c'est un bandeur de cinéma japonais, soyons honnêtes, hein, si tu nous écoutes, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse du cinéma trash underground, ou du cinéma asiatique, ou du cinéma japonais, et qui sait que Mathieu et moi, on a un petit goût pour ce genre de conneries, et je profite de ce message pour dire que bientôt, on parlera de cinéma japonais. Je tease quelque chose qui est en train de se faire en background, je sais pas, écoutez, je suis fatigué. En arrière-plan. En arrière-plan. Très fort. Il est futé. Pas mal, hein. C'est français. C'est pas... Et voilà, Ultra-Violence Moderne, je sais que tu subis nos avis désastreux sur du cinéma américain depuis maintenant quelques temps. On va te nourrir bientôt. Avec un slasher. Avec un super Non, slasher. non, surtout pas. Non. Mais c'est un slasher. Non, je dois aussi choisir... Non, mais c'est un slasher. C'est un slasher, le film. Taisez-vous. Ah oui, ça... oui, d'accord. Ok, oui, Ouais. d'accord, ça passe, ça Voilà. passe. Mais t'inquiète. Catégorie 3, on en refera aussi, t'inquiète. Reste calme. Variant Sidious. J'attends le director's cut de ce podcast. On n'a pas de raison de censurer le podcast. Actuellement, on n'a pas dérapé. Tu vois, j'ai pas dit c'est de la merde ou allez vous faire foutre. Aussi au passage, c'est de la merde. Voilà. Là, j'ai donné une raison de censurer le podcast. J'ai tout enregistré. Nico Ayaz, très efficace mais très con, le meilleur de Simple Zack. Ce que je trouve être le meilleur pseudo possible pour Zack Snyder. Incroyable. Rick No, on perd en subtilité par rapport à l'original, ce qu'on gagne en nervosité. Le film a son lot de scènes mémorables et est probablement l'un des derniers bons représentants du genre au cinéma. Pour un premier film, c'est très honnête, surtout quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qui me fait poser la question, le dernier bon gros film de zombies au cinéma. Ça me fait peur quand même. T'as pas vu grand-chose, Jean-Michel, là. Non, mais y a quoi de récent au cinéma en film de zombies? The Sadness. Il y a I Am a Hero qu'on a vu aux Hallucinations Collectives et qui était très très cool, film de zombies japonais, qui est une adaptation d'un manga sur un mangaka qui se retrouve pris dans une apocalypse zombie et qui est assez fun. Les zombies sont assez fun, il y a un peu de gore, le personnage principal est complètement paumé, du coup ça marche plutôt bien. Et sinon, attends, je cherche un truc. Ouais, pareil, je suis en train de regarder. Vous l'avez dit, hein, The Sadness, I Am a Hero. Dernier train pour Busan. Ah bah ouais, carrément. La clé du cinéma de zombies, elle est plus chez les Américains actuellement, qui sont à leur 45e saison de Walking Dead en espérant que ça fonctionne encore à nouveau. Et je voulais citer aussi Blood Quantum, qui est pas un excellent film de zombies, mais en fait qui a la particularité de se dérouler dans une réserve de natifs américains. Et du coup, parce qu'en fait, les natifs américains sont immunisés, je crois, au virus, et du coup, ce qui leur réserve
devient leur fort. En fait, ça inverse le truc, c'est que là où ils sont en gros parqués par l'Amérique, ça devient leur fort pour se protéger des zombies. Et du coup, je trouve que le message, il est plutôt cool dans ce film-là. Par contre, en parlant de cinéma populaire au cinéma, un truc distribué partout, en termes de films de zombies. En vrai, The Last of Us, hein, je pense que ça... Ouais, mais même Dernier Train pour Busan, il a été super bien distribué. Hein. Train pour Busan, c'est 2016, hein. C'est quand même il y a longtemps. Peninsula a été moins distribué. Oui, c'est assez ancien. Hein. Bah, Resident Evil, Retour à Raccoon City, ouais, gros. Chef-d'œuvre. C'est ça ton problème, Romain. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il est très bien. Il est très bien. Les gens l'ont pas vu, ils le défoncent. Mais écoutez, franchement, il est incroyable. Il est jouissif, ce film. Il est trop bien. Non, le problème de Romain, c'est la série de films Resident Evil. C'est pas juste celui-ci. C'est pas son seul problème. Hein. Il y a aussi la série de films Les Prochaunes. Ouais, je dirais que c'est plus ça son problème. Il y a aussi Doom. Ah, mais ça, j'aime bien. C'est pas un problème. Je vous ferai un épisode Romain Corps de 8 heures avec toutes mes obsessions. Oh mon Dieu. Ce sera extériorisé. Beaucoup de Red Bull, seul avec mon micro, tu sais, genre la psychanalyse. Ah oui, d'accord. Avis suivant, L'Aïd Seguir, Sanctuaire de Prométhée. Il y a déjà tout Snyder dans ce film. Des images parfois léchées et une mise en scène nerveuse au service d'un message bas du front et souvent limité, voire limite. À part pour les bandeurs edgy, que l'on appellera plus tard les Snyder Zoos. J'ai mis son avis, parce que déjà il a raison, et parce que son tweet, il l'a à peine posté qu'il y a un Snyder Zoos qui a popé, qui l'a trash-talké, qui a dit « On peut pas être fan de Snyder sans se faire insulter ». Il a à moitié insulté ensuite, puis il a supprimé son message, puis il a bloqué l'Aïd, il a bloqué moi, mon perso, je sais pas pourquoi, il a bloqué Jumpscare. Ah. Une bien belle communauté encore, ça. C'est beau ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Oui. Bon, c'est nos copains maintenant, parce qu'on va les avoir quelque temps là, dans nos mentions, j'ai hâte. M'en fous, j'ai pas Twitter, allez vous faire foutre. JC84. Les zombies courent trop vite. Les propos consuméristes de l'original de Romero ne sont plus d'actualité. Un montage hyper stylisé, peut-être trop. Malgré tout, peut-être un des seuls remakes de Romero qui a de la gueule et au final se regarde avec plaisir. Et il a raison. Le seul autre remake de Romero que je compte dans les bons Romero, le Savini, La Nuit des Morts Vivants. Ouais. Qui est très très sympa. Mais sinon, putain, les remakes, les suites de Jour des Morts Vivants, c'est compliqué. Je pense au Jour des Morts Vivants 2 Contagium. Oh putain. Ou de remake. Une grosse bonne cuite là. Il y a un remake de The Crazies qui est pas mal. Oui, il se tient. Qui est honnête. Ça passe. Ouais. Moi, je pense à la pelletée les Nuits des Morts Vivants. Comme le film est dans le droit domaine public, il y en a des centaines et il y a des trucs affreux là-dedans. On pourrait faire un épisode spécial Nuit des Morts Vivants avec tous les remakes, suites, etc. Il y en a un avec Sid Haig en 3D qui est abominable. Et il y en a un avec Jeffrey Combs qui est sur en Prime 3D. Video. Oh, il est dégueulasse. Ils sont durs. Ils sont terribles. Bref, après, ça ira jamais aussi loin que Retour des Morts Vivants, Rêve Party, qui est assez incroyable. Ah oui, le 5, il est parfait. Ouais, c'est un autre univers, pour le coup. Qui va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Pas pour nous, on n'a pas le temps. Menu best-of. Les 10 premières minutes, ce quotidien qui bascule dans l'horreur, sont juste parfaites et vraiment immersives, notamment la caméra qui suit la voiture. Ensuite, on reste sur quelque chose de plus classique mais néanmoins efficace. Et surtout, ce film vieillit plutôt bien. En vrai, vous avez bien vu les explosions dans le film ou pas? Parce que c'est dégueulasse. Il y en a deux, hein. C'est dégueulasse. Ouais, et elles sont très moches. Elles sont... Ouais. 2004, 28 millions de budget, c'est mon frère. 28 millions de budget de 2004, mec, je pense que ça fait 50 millions aujourd'hui. Ça va. Elles sont plus jolies dans Daylight avec Stallone. C'est vrai que dire ça le jour où Godzilla Minus One gagne un Oscar pour VFX avec 15 millions de dollars, voilà, je retire. Rétroactivement, j'enlève, tu vois, c'est la mauvaise journée. Avis suivant. Maud Gilles, film le moins problématique de son auteur. Beaucoup d'action et de moments malaisants. Rapide, efficace. Gatel Julien, vu au cinéma, intéressant sans égaler son modèle. Toujours eu du mal avec les zombies qui courent. Il y a deux écoles. D'accord. Moi, je m'en fous. Ça court pas les zombies. Pas déconner les gars. Je pense que les deux peuvent exister. En fait, tant que le film est bien, on s'en bat les couilles, j'ai envie de dire. Oui, là-dessus, ça me gêne pas. Je trouve que c'est une bonne idée en plus. Tu vois, 28 jours plus tard, The Sadness, les zombies courent, ils font pas que courir, d'ailleurs ils font des choses bien pires que ça dans ce film. Oh oui. Voilà. Enfin, les sacro-saintes règles, je pense que c'est fait pour être transgressé à ce stade, ça existe depuis 60 ans. Non, mais quand c'est bien fait, soit, mais oui. Sébastien, un pseudo-remake vénère,
très bien maîtrisé, de superbes images, de vraies fulgurances visuelles et une bonne BO de Tyler Bates. J'aime ce film d'amour, certainement le meilleur Snyder, entre parenthèses, attention, avec Watchmen, qui respire... Bâtard. Attention, parce qu'il finit en beauté, qui respire la sincérité. Bisous. Mais en vrai, moi je comprends pas pourquoi vous trouvez le film nerveux. Hein. Il y a 1 heure d'encéphalogramme plat. Hein. Je comprends pas ce... Moi, je suis d'accord avec lui, hein. Quand c'est nerveux, c'est bien c'est que nerveux. les 20 dernières minutes, ça accélère, c'est pour ça que... Bah ouais, les 20 premières et les 20 dernières, c'est tout. En effet, si tu viens de l'école de Lily qui mate du Sadness au petit déjeuner, je peux comprendre que t'es moins bouleversé. Mais non, moi je pense qu'en 2004, les gens ils se sont mangé ça dans la gueule, ils ont mangé une baffe. Bah peut-être, j'ai perdu mon innocence. Mais t'inquiète, Sébastien, on est ensemble en tout cas. On finira avec Punky. Un seul bon film dans une filmographie, c'est comme une potatoes perdue dans un cornet de frites molles. Oui, enfin là, c'est une potatoes molle quand même. Hein. Enfin, je veux dire, et un peu moisie. Une potatoes raciste. Un peu. Elle est moisie, voilà, c'est une potatoes moisie dans un cornet de frites molles. Mais Brian Gosling a aidé à la faire. Merci Brian. En fait, c'est le double conservateur de Ryan Gosling. On doit retrouver Brian Gosling et l'inviter. Mais figure-toi qu'en plus, il n'a été assistant caméra qu'une seule fois sur ce film. Après, fin de carrière. Ça devait être le cousin de quelqu'un. Il n'y avait plus rien à dire derrière. C'était le cousin de Patrick. Grave. C'est fini pour aujourd'hui. Ce fut long et laborieux, parce qu'on est déjà à plus de 1h50 d'enregistrement. Mathieu, qui veut des épisodes plus longs, doit être très heureux actuellement. Ouais, mais sur des films un peu mieux en vrai, hein, parce que Zack Snyder, voilà quoi. C'était inévitable. Est-ce que c'est-à-dire qu'on a fini avec Zack Snyder et qu'on n'en parlera plus jamais? Bah, niveau horreur, en fait, à part Army of the Dead qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas besoin d'y retourner, quoi. Je pense qu'il fallait qu'on en parle pour continuer cette programmation de remake / film d'horreur année 2000, qui est propre à Jumpscare, et c'est fait. Les gens savent très bien ce qu'on en pense maintenant, pas besoin de répéter ça. Donc maintenant, on vous épargnera avec nos avis sur Snyder, on va passer à Leprechaun bientôt. Et plus précisément, la semaine prochaine, c'est un épisode sur un film qui est radicalement différent, c'est un film qui sortira en salle la semaine de la sortie d'épisode, et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, vous connaissez la musique, et on vous dit à vendredi. Salut. Because this is a thriller. Non, c'est bon, ça marche. Come on. You know what's gonna be.